Chapitre 1. L'éclat dans la Chine. C'était une matinée ensoleillée de juin à Marlécombe, le genre de matin où chaque feuille semblait fraîchement peinte, et où même les haies reflétaient la bonne humeur. Le soleil projetait des ombres polies sur la place du village, où des banderoles claquaient doucement en prévision de la fête annuelle du Garden Club, un événement joyeux qui promettait un filet de citron, des compositions florales d'amateurs, et pour les plus audacieux, le vin de sureau maison de Madame Redfern. Miss Jane Marple, confortablement assise dans son salon de Danmead Cottage, parcourait le journal du jour avec un intérêt discret. Ses lunettes de lecture étaient délicatement posées sur son nez, et une théière de thé de Ceylan fumait à son coude. Dehors, les rires lointains des enfants résonnaient faiblement à travers les rideaux de dentelle. Pour un observateur extérieur, tout paraissait aussi délicieusement ordinaire que jamais. Mais Marlécombe, comme tout village anglais digne de ce nom, avait ses ressorts sous-jacents, de minuscules et invisibles filets de suspicion, de scandale et de fierté coulant sous la surface des parties de croquet et des bordures soignées. Miss Marple, avec ses yeux bleus perçants et ses aiguilles à tricoter douces, avait appris depuis longtemps à les entendre. Murmura-t-elle, ses doigts s'arrêtant au milieu de son tricot à l'envers. Curieux. L'article en question ne comptait que quelques lignes, insérées entre le discours de l'évêque et l'annonce de l'ouverture d'un nouveau marchand de légumes à Shipley Lane. Le docteur Leonard Verity, consultant respecté de Harley Street et originaire de Marlécombe, est revenu au village en congé prolongé en raison d'épuisement. Il réside actuellement à Gossamer House, la propriété de sa défunte tante sur Lilac Lane. L'épuisement, répéta doucement Miss Marple, le plus versatile des mots. Elle avait connu Leonard Verity, pour ainsi dire, ou plutôt, elle avait connu sa tante, la redoutable et perpétuellement désapprobatrice Eugenia Verity, décédée 6 mois plus tôt dans des circonstances que personne n'avait jugées suspectes, mais qui, dans l'esprit de Miss Marple, portait un léger parfum de hâte inquiète. Elle avait également entendu des murmures, de la part de Madame Pennington à la poste et du vieux Monsieur Croft chez l'apothicaire, selon lesquels la réputation du docteur Verity à Londres avait récemment pris un coup, en silence. Mais ces réflexions n'étaient pas de mise. Aujourd'hui était un jour de civilité, de respect pour Victoria Sponge et d'observation stratégique. À 2h30, la verdure était baignée de couleurs et de bavardages. Des stands bordaient le périmètre, livres, confitures, billets de tombola, et les roses primées de Marlécombe brillaient sous le regard fier de leur jardinier. Au fond, une tente blanche portait l'enseigne THS et gâteaux, et une lettre peinte à la main, sous lesquelles la guilde des femmes s'activait avec détermination. Miss Marple arriva bras dessus bras dessous avec la femme du vicaire, Madame Carmichael, dont le chapeau était aussi grand et tremblant que jamais. « Oh, Miss Marple, vous avez entendu ?» murmura Madame Carmichael dès qu'elles eurent quitté le gravier. « Léonard Verity est là. Je l'ai vu il y a à peine 10 minutes. Très pâle, très serré autour de la bouche, si vous me comprenez. C'est vrai, répondit Miss Marple d'un ton doux. C'est souvent le signe d'un jugement refoulé, ou d'une culpabilité refoulée, selon. Madame Carmichael cligna des yeux, hésitant à rire. Eh bien, tout à fait. Ils se séparèrent sous la tente à tasse de thé. Miss Marple se servit une tranche d'éponge et s'assit à l'ombre, l'oreille attentive, comme toujours, aux courants environnants. Non loin de là, la jeune Tilly Bowers discutait à voix basse avec son fiancé Edwin. Monsieur Bradshaw, l'avocat à la retraite, critiquait bruyamment les soucis primés. Et sous tout cela, quelque chose de tendu. Une tension se tissait dans les rires, comme si la fête était une représentation plutôt qu'une vie. Et puis, comme si Marlécombe voulait lui donner raison, c'est arrivé. Un fracas. Le bruit caractéristique de la porcelaine brisée, puis un halètement, suivi de la voix aiguë et paniquée de Madame Cynthia Talbot. « Au secours! Oh mon Dieu, quelqu'un! Il s'est effondré! Docteur Verity! Il est par terre! »
Miss Marple se leva aussitôt, d'un pas rapide malgré son âge. Une petite foule s'était déjà rassemblée près de la table du fond de la tente à thé, où le docteur Léonard Verity était affalé sur une délicate tasse en porcelaine, les yeux écarquillés et vitreux, la bouche légèrement entr'ouverte. Le thé, une flaque pâle, s'était répandu sur le linge, se mêlant à une tache rouge qui s'étalait lentement. « Plus de pouls » murmura le major Drummond, déjà à genoux. « Froid, il est parti. » Une inspiration collective forte. « Ça devait être son cœur » murmura quelqu'un. « Ou la chaleur » proposa un autre. Mais Miss Marple ne dit rien. Elle se pencha en avant, son regard scrutant la faible trace sombre sous les ongles du docteur Verity, la position de la tasse à thé, étrangement décalée par rapport à la soucoupe, et, plus curieuse encore, l'unique tesson de porcelaine qui dépassait de sa manche. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Qu'y a-t-il, Miss Marple ?» demanda le révérend Carmichael qui était apparu à ses côtés. « Je ne sais pas encore, » dit-elle doucement. « Mais je pense, vicaire, que ce n'est pas le genre de mort qu'on attend à une fête de village. » Déjà des murmures tourbillonnaient comme des abeilles. Poison, AVC, suicide. La police fut appelée et l'inspecteur Grave, un homme au front froncé et peu enclin aux histoires de famille, arriva rapidement. Il interrogea les personnes les plus proches de la scène, examina le corps et, après une brève discussion avec le médecin du village, annonça avec l'assurance d'un homme désireux de rétablir l'ordre. « Poison, très probablement. Nous en saurons plus après l'examen du coroner. Mais soyez rassurés, nous resterons très discrets. » Il s'arrêta. « Et bien sûr, chacun doit rester disponible pour être interrogé. Personne ne doit quitter le village sans nous prévenir. » À la fin de la journée, la fête s'était vidée par à-coups, tel un public de théâtre réduit au silence par une scène de mort trop convaincante. Les banderoles s'affaissaient. Les gâteaux restaient à moitié mangés. Marleycombe n'était plus tout à fait elle-même. De retour dans son salon, Miss Marple s'assit une fois de plus près de la fenêtre, son tricot intact. Elle avait vu l'expression du docteur Verity se figer, non pas de peur, mais de stupeur. Elle avait entendu le craquement délicat de la porcelaine, qui ne correspondait pas à l'angle de la chute. Elle avait senti une légère odeur amère sous le Earl Grey, et elle se souvenait avec une précision extrême de ce que Genia Verity lui avait dit un jour, des années auparavant, alors qu'elle sirotait ce même service en porcelaine. « Les secrets, avait-elle murmuré, sont mieux gardés sous la politesse, et sous une porcelaine fine, Jane. Ainsi seules les bonnes personnes les remarqueront. » Les yeux de Miss Marple se rétrécirent légèrement. « J'ai remarqué, » dit-elle doucement. Chapitre 2. Chuchotement autour des tasses de thé. Le lendemain de la fête, le matin se leva dans un calme inquiétant, comme si Marleycombe avait pris une inspiration collective et attendait, tremblante, d'expirer. Les pivoines s'affaissaient sous un ciel humide, et les oiseaux, d'habitude si impatients d'emplir le village de leurs joyeux chœurs, chantaient des airs plus doux, comme s'ils sentaient eux aussi que quelque chose clochait. À l'intérieur du cottage d'Enmead, Miss Marple se tenait à la fenêtre de son salon, regardant dehors d'un œil pensif tout en remuant son thé. Sa routine matinale, 2 tranches de pain grillé avec de la marmelade, un œuf à la coque et une lecture tranquille du Marleycombe Gazette, avait été complètement déplacée par les événements de la veille. La Gazette n'avait évidemment pas perdu de temps. Le titre était haletant, quoique étrangement évasif. « Choc à la fête. Un invité de Pointe meurt pendant le thé. » Le docteur Léonard Verity, récemment revenu à Marleycombe et invité d'honneur de la fête du Garden Club, est décédé subitement pendant le goûter. La police locale soupçonne une cause naturelle ou un empoisonnement. L'enquête est en cours. Miss Marple secoua la tête. Cause naturelle ou empoisonnement? Un peu large, vous ne trouvez pas, monsieur Snodgrass? Dit-elle à voix haute en jetant un coup d'œil au chat tigré marmelade allongé sur le rebord de la fenêtre. Monsieur Snodgrass releva l'oreille, mais ne répondit pas. Elle avait mal dormi. Des rêves de porcelaine brisée
et de breuvages amers avaient traversé ses paupières. Quelque chose clochait terriblement dans cette scène. Ce n'était pas seulement la manière particulière dont le docteur Verity était mort, ou la présence opportune d'un médecin de village pour déclarer son décès, mais l'étrangeté qui l'entourait, subtile, insidieuse, un ton déplacé. C'était comme si le docteur Verity avait attendu de mourir. Ou pire, je ne m'y attendais pas du tout. À 10 heures, le village bourdonnait déjà de nouveau, mais cette fois-ci non pas de la chaleur de la fête, mais des ragots. Miss Marple, d'un pas posé et avec un sourire discret, se dirigea vers Lilac Lane sous prétexte de rendre un livre de jardinage à Madame Peabody. Elle prit soin de faire le détour, le long du jardin, de la boulangerie et de la rue commerçante principale. Elle n'a pas été déçue. À la boulangerie, Madame Miller se pencha en avant, la voix basse mais ravie. On dit qu'il est devenu froid en quelques secondes. Le pauvre. Et il n'a même pas fini son scone. Mon Alfie a juré avoir vu une drôle d'expression sur le visage du docteur Verity juste avant qu'il ne s'effondre, comme quelqu'un qui apprend un secret qu'il n'est pas censé connaître. Juste à côté, au bureau de poste, la jeune Daphné Bramley disait à qui voulait l'entendre. Il n'avait presque parlé à personne depuis son arrivée, sauf à M. Forbes à la pharmacie. Il avait acheté de l'huile de camphre et un truc qu'il ne voulait pas nommer. Étrange, ça. Il disait que c'était pour un trouble nerveux. Mais il n'avait pas l'air nerveux, hein? Et au coin où Lilac Lane se transformait en un cul-de-sac ombragé, le vieux M. Croft polissait ses lunettes avec une vigueur particulière lorsque Miss Marple s'arrêta près du portail de son jardin. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il sans même attendre sa question. « Vous avez sans doute entendu parler de ce pauvre Léonard Verity. Dommage. Un homme comme lui, aussi affûté qu'un rasoir. Mais ils finissent tous par revenir, n'est-ce pas? » « De retour à Marleycombe ?» demanda Miss Marple en inclinant la tête. Monsieur Croft hocha la tête solennellement. « Ou de retour à la scène d'un problème non résolu, si vous me permettez la poésie. À mon avis, il est revenu chercher les ennuis. »« Il l'a trouvé, à ton avis ?» demanda Miss Marple d'un ton léger. Monsieur Croft la regarda, les yeux chassieux. « Je crois que oui. Et je crois que les ennuis l'ont trouvé plus vite. » À Gossamer House, les rideaux étaient tirés et une couronne noire était apparue sur le poteau du portail. Miss Marple ne s'attarda qu'un instant, pas assez pour être indiscrète, mais assez pour remarquer le véhicule garé juste derrière la haie. Une élégante voiture noire immatriculée à Londres. Pas le genre de voiture qu'un notaire de village conduirait. « Intéressant, » murmura-t-elle. Elle rentra chez elle et passa la demi-heure suivante à écrire un court mot à l'inspecteur Graves, lui demandant de lui parler en privé. Non pas en qualité d'informatrice, bien sûr, mais en tant qu'observateur attentif de la nature humaine. Elle le formula aussi diplomatiquement que possible. Elle avait constaté, au fil des ans, que les policiers étaient bien plus réceptifs au thé et à la politesse qu'aux théories spontanées. À sa légère surprise, l'inspecteur est venu lui rendre visite cet après-midi-là même. C'était un homme nerveux, au visage ridé et au tempérament qui couvait sous la surface. Il refusa le thé, mais accepta un scone et attendit que l'horloge du salon sonne avant de parler. « Vous croyez, Miss Marple, qu'il s'agit d'un meurtre ? » « Je crois, » dit-elle prudemment, « que ce n'était pas naturel et pas accidentel. J'ai observé le docteur Verity de très près quelques instants avant son malaise. Il avait l'air surpris, certes, mais pas terrifié. Ce n'était pas de la panique, c'était plutôt comme s'il avait été pris au dépourvu. » Graves fronça les sourcils. « On vous a pris en flagrant délit ? » Comme quelqu'un qui vient de réaliser qu'il a commis une grave erreur, ou qu'il a fait confiance à la mauvaise personne. L'inspecteur s'adossa au dossier de son fauteuil. « Et que pensez-vous du thé ? » ?»« Rien pour l'instant, mais je crois que la tasse à thé qu'il a utilisée n'appartenait pas au service que Madame Talbot servait. Un petit détail, certes, mais ces détails ont leur importance. » Graves l'observa en silence. « Nous n'avons trouvé aucun poison dans les tasses restantes, mais celle dans laquelle il a bu, elle contenait des éclats de céramique.
Quelqu'un l'avait fissuré et avait remis le fond en place, avec de la colle. Miss Marple haussa les sourcils. Ce n'est pas un hasard. Non. Ce qui veut dire que c'était intentionnel. Peut-être pour cacher quelque chose. Ou de le livrer, murmura Miss Marple. Quelque chose en poudre, peut-être. Quelque chose qui ne se libérerait que lorsque la coupe serait remplie. Graves resta silencieux pendant un long moment. « Je sais que vous avez vos méthodes, Miss Marple, » dit-il enfin. « Je ne suis pas toujours d'accord. Mais j'ai appris à ne pas vous ignorer. Si vous remarquez autre chose, discrètement, bien sûr. Tu seras le premier à le savoir, promit-elle. Après son départ, Miss Marple s'assit avec son carnet, le petit carnet bleu qu'elle n'utilisait que lorsque quelque chose la rongeait. Elle y nota 2 choses. Pourquoi est-il retourné à Marlécombe maintenant? À qui profite sa mort? Puis, elle écrivit une 3e ligne, plus lentement. La tasse à thé n'était pas destinée à être utilisée, à moins qu'elle ne soit utilisée par quelqu'un de spécifique. Le piège avait été tendu à quelqu'un. C'était clair maintenant. Restait à savoir si le docteur Verity avait pris la mauvaise tasse ou la bonne. Et plus important encore, qui aurait cru qu'il serait à cette fête? Tandis que la lumière dorée du soir éclairait le village, Miss Marple était assise dans le calme de Denmead Cottage, ses aiguilles immobiles sur ses genoux. Son regard était lointain mais alerte, observant les premières ombres s'allonger sur les rosiers. Quelque part à Marlécombe, quelqu'un savourait les retombées de son succès, et Miss Marple, tout calmement, avait déjà commencé à les démêler. Chapitre 3. La lettre dans la boîte à chapeau. Le lendemain matin, le village de Marlécombe était passé du choc à la spéculation, un état d'esprit bien plus familier et revigorant. Le bureau de poste enregistrait une affluence record. Le salon de Madame Redfern accueillait pas moins de 4 rassemblements d'intensité variable. Même le chat du curé, un roux distant nommé Bishop, avait été aperçu près de Gossamer House, comme en solidarité féline avec la curiosité du village. Miss Marple, cependant, ne restait pas inactive. Elle avait déjà pris connaissance des ragots, séparé l'utile de l'absurde, et rédigé un second mot, celui-ci non pas à l'inspecteur, mais à une femme d'un tout autre genre. Madame Laetitia Hartley vivait à la lisière du village, dans une charmante maisonnette encombrée de lierre, avec un jardin de lavande luxuriant et une passion particulière pour les antiquités françaises. C'était une veuve mystérieuse et pleine d'esprit, revenue à Marlécombe 3 ans plus tôt après 2 décennies passées à l'étranger. Son retour s'était fait discrètement, mais non sans être remarqué. Mademoiselle Marple, qui se donnait pour mission d'observer les gens sans jamais en avoir l'air, avait toujours trouvé Laetitia fascinante, non pas pour ses manières ou sa décoration, mais pour la façon dont ses yeux s'agitaient légèrement lorsqu'elle mentait. Laetitia avait connu le docteur Léonard Verity, c'était certain. Et donc, juste après 11 heures, Miss Marple partit avec un paquet de confitures de Grosseille emballé exprès sous le bras et une question derrière son sourire. Laetitia Hartley ouvrit la porte, vêtue de son habituel chemisier en soie fluide, fume-cigarette à la main, ses cheveux grisonnants relevés en une élégante chignon qui lui donnait l'air d'une chanteuse d'opéra à la retraite. Son visage s'illumina, ou du moins s'illumina, dès qu'elle aperçut Miss Marple. « Jane, c'est merveilleux. Je pensais justement à toi. » Miss Marple tendit le bocal. « Des groseilles à maquereau. Un peu piquantes cette année, mais elles supportent bien un peu de cannelle. J'ai tout de suite pensé à vous. C'est dangereusement gentil de ta part, » dit Laetitia en la faisant entrer. Elles étaient assises dans la véranda. La lumière du soleil filtrait à travers les vitres poussiéreuses et réchauffait les palmiers en pot. On servit du thé, on offrit des biscuits, et on échangea des plaisanteries avec la grâce de 2 femmes expertes en escrime raffinée. Miss Marple se renversa alors en arrière et, avec cet air de curiosité innocente qu'elle avait acquis au fil des ans, remarqua « Quelle horreur cette fête, n'est-ce pas? Pauvre docteur Verity !» Les doigts de Laetitia s'immobilisèrent autour de sa tasse de thé. Juste une fraction de seconde.
Puis elle but une gorgée, sourit et dit « Oui, choquant, même si je ne peux pas dire que je le connaissais très bien. Il avait plutôt l'âge de mon frère, tu comprends ?»« Mais vous le connaissiez, je crois ?» demanda doucement Miss Marple. Laetitia croisa son regard en plissant légèrement les yeux. « Nous nous sommes croisés à Londres, il y a des années, lors d'un dîner ou deux. Je doute qu'il se souvienne de moi. » Miss Marple hocha la tête comme satisfaite, mais son ton resta doux. Il se souvenait de Marleycombe, c'est sûr, et il y était revenu. C'est déjà assez intéressant. Laetitia hésita. Les gens rentrent à la maison quand les choses tournent mal. Maladie, réputation, scandale. C'est un mot étrange, scandale, dit Miss Marple en remuant son thé avec précaution. Il se cache si souvent derrière la politesse. Et pourtant, comme le vinaigre dans la crème anglaise, il a le don de se faire connaître. Laetitia rit doucement. Jane, je me demande si tu es née avec un tamis dans l'âme, filtrant tout sauf les grains les plus gênants. Peut-être. Mais ce sont ces céréales qui provoquent l'étouffement, tu ne crois pas? Laetitia devint soudainement silencieuse. Puis elle se leva et traversa la pièce jusqu'à un petit secrétaire près de la fenêtre. Elle l'ouvrit, hésita, et en sortit une étroite boîte à chapeau, le genre de celle que les modistes de Piccadilly appréciaient autrefois. « Ceci est arrivé la veille de la fête, » dit-elle d'une voix plus faible, « adressé à moi. Pas de cachet de retour. » Elle le plaça entre eux et ouvrit le couvercle. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie et légèrement parfumé à la lavande et à la poussière, se trouvait une lettre. Miss Marple ne la prit qu'après un léger hochement de tête de Laetitia. L'enveloppe était vieille, son sceau brisé. À l'intérieur, l'écriture était forte, masculine et précise. Letty, je serai à Marleycombe le 14. Si vous vous souvenez de ce que nous avons convenu, vous ne serez pas surpris. Si vous en avez parlé à quelqu'un, eh bien, la vérité finit toujours par arriver. Quoi qu'il en soit, je vous suggère de commencer à vous préparer. Il y a des dettes à payer, et elles ne sont pas toutes les miennes. Élevée, Miss Marple le lut 2 fois, puis le plia soigneusement et le remit dans la boîte. « Tu n'as pas montré ça à la police ?» Laetitia secoua la tête. C'était personnel. Et je n'étais même pas sûr qu'il l'ait écrit. Ce n'est pas signé comme il le fait habituellement. Et le ton, ça ne lui ressemble pas. Enfin, à l'homme que je connaissais. Miss Marple réfléchit. Le ton est souvent le masque le plus vrai, surtout dans une lettre. Puis-je emporter ceci? Laetitia hésita, puis acquiesça. Si tu penses que ça peut t'aider. Oh, je pense que c'est déjà le cas. Sur le chemin du retour, Miss Marple croisa le jeune Edwin, le fils de l'épicier, qui tirait maladroitement une caisse d'oranges vers la devanture. Son visage, habituellement ouvert et enthousiaste, était crispé par l'inquiétude. « Du travail chaud, Edwin, » dit Miss Marple en s'arrêtant à côté de lui. Il s'essuya le front. « Il fait trop chaud pour des funérailles. » Elle cligna des yeux. « Des funérailles. » Ils disent que le docteur Verity sera enterré jeudi. Cérémonie silencieuse. Cercueil fermé. Miss Marple fronça les sourcils. « Plutôt précipité, vous ne trouvez pas ?» Edwin haussa les épaules. Son notaire a tout arrangé. Un cousin vient récupérer la succession. Je ne savais pas qu'il avait de la famille. Moi non plus, dit Miss Marple à voix basse. En fin d'après-midi, elle était revenue à Denmead Cottage et avait exposé ses découvertes comme un patchwork. La tasse empoisonnée, la fausse hypothèse d'une crise cardiaque, le choix particulier des places assises à la fête, l'arrivée d'une voiture noire. Et maintenant, la lettre, énigmatique et menaçante sur un ton inhabituel pour l'homme qui l'avait soi-disant écrite. Quelqu'un, croyait-elle désormais fermement, connaissait le passé du docteur Verity. Quelqu'un avait craint ce qu'il pourrait révéler à son retour, et quelqu'un avait pris grand soin de le faire taire avant qu'il puisse parler. Mais le plus intriguant était la possibilité que le docteur Verity soit venu pas visiter, mais à exposer. Miss Marple tapota son stylo contre son carnet. « Des dettes à payer, et elles ne sont pas toutes à moi. » Cette phrase la dérangeait profondément. Cela impliquait une culpabilité partagée.
Un secret. Un secret suffisamment grand pour être découvert par un tueur, et suffisamment vieux pour dormir dans un village pendant 20 ans. Chapitre 4. L'homme qui réclamait du sang. Les funérailles étaient prévues pour jeudi. Une cérémonie privée, selon l'annonce laconique affichée devant la salle des fêtes de Marlécombe. C'était un préavis court, à tous égards, surtout pour un homme du rang du docteur Verity. Le genre de précipitation discrète qui suggérait non pas le chagrin, mais la dissimulation. Miss Marple avait déjà vu de telles dispositions, dans des familles qui avaient de plus à oublier qu'à se souvenir. Mais ce n'était pas la rapidité de l'enterrement qui la troublait le plus, mais l'homme qui était venu superviser l'opération. Il arrive mercredi matin, descendant de la même voiture noire et élégante que Miss Marple avait repérée devant Gossamer House. Grand, bien habillé, la bouche trop plate et les yeux trop pâles. Son nom, ou celui qu'il donna, était Monsieur Julian Verity, un cousin du défunt médecin. En fait, un cousin éloigné, a-t-il précisé sur un ton qui laissait clairement entendre qu'il n'aimait pas être interrogé. Peu de gens au village avaient entendu parler de lui. Personne ne l'avait rencontré. Pourtant, il traversa Marlécombe comme si les pierres du chemin avaient été posées pour ses bottes. Il s'installa temporairement à Gossamer House, prit possession des biens du docteur Verity et organisa les funérailles avec le calme paisible d'un homme rompu au rituel funéraire. Miss Marple la trouvait trop calme, ni triste ni même creux, mais intentionnel, comme si la mort, pour M. Verity, était moins une tragédie qu'un coup d'échec. La première fois qu'elle l'a rencontré, c'était chez l'épicier, où il demandait, bien inutilement, s'ils avaient en stock une marque particulière de cigarettes turques importées. Marlécombe, fidèle comme toujours à son tabac à pipe et à ses pastilles à la menthe, n'en avait pas. « Vous constaterez que nous sommes plus traditionnels qu'exotiques, » dit doucement Miss Marple en se plaçant à côté de lui dans la file. Il se retourna avec un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Mademoiselle ? » « Marple, Jane Marple. Je crois que nous partageons une perte commune. » Son sourire s'éclaira. « Oh oui. » Le détective local, paraît-il. Elle cligna des yeux. « J'espère bien que non. Les détectives sont généralement assez perturbateurs. Je ne suis qu'une vieille femme qui observe la nature humaine. Ce qui, je trouve, est souvent plus vrai que les mots. » « Eh bien, Miss Marple, observez bien. » Il prit son portefeuille d'un geste théâtral. « Je suis ici pour très peu de temps. J'imagine que les morts seront patients, mais les vivants, moins. » Il quitta la boutique sans un mot de plus, laissant derrière lui l'odeur d'une eau de Cologne inconnue et quelque chose d'autre, quelque chose de légèrement chimique. La prochaine étape de Miss Marple ne fut pas de confronter, mais de consulter. À 3 heures de l'après-midi, elle frappa doucement à la porte arrière de M. Gilbert Forbes, le seul pharmacien de Marlécombe. Il habitait au-dessus de la boutique, un petit homme méticuleux aux doigts tachés d'encre et dont le bégaiement s'aggravait lorsqu'il mentait. Il la fit entrer avec le même respect déconcerté que la plupart des gens. « Je viens de faire bouillir de l'eau pour le thé, Miss Marple. Une coïncidence, je vous le jure. »« La vie, » dit Miss Marple, « est entièrement faite de coïncidences, jusqu'au moment où elle ne l'est plus. » Ils s'assirent à la table en bois propre de sa cuisine, au milieu des herbes séchées et de la lavande suspendue. Miss Marple attendit que le thé soit servi et que le silence s'installe avant de prendre la parole. « Monsieur Forbes, le docteur Verity vous a-t-il consulté avant sa mort ?» Le pharmacien cligna des yeux. « Il l'a fait. » Brièvement. « 3 jours avant la fête, j'ai acheté 2 produits, de l'huile de camphre et de la teinture de valériane. Dose standard. A-t-il mentionné des symptômes ? » Forbes semblait mal à l'aise. Il disait avoir du mal à dormir. Il disait avoir des pensées intrusives. C'est l'expression qu'il utilisait. Il voulait quelque chose d'apaisant, sans dépendance. Il semblait inquiet d'avoir l'esprit embrumé. Miss Marple sirota son thé. A-t-il demandé autre chose ?
Juste une petite fiole de poudre de racines de rhubarbe. Il disait l'utiliser dans un remède personnel. Rien d'inhabituel. Mais quelque chose le troublait. Forbes hocha la tête. Il a dit « Et je m'en souviens exactement. J'ai l'impression de revenir sur une scène qui attend le lever de rideau. Sauf que je ne connais plus mon texte. » Cela lui était resté. Cela ressemblait à un homme qui se prépare à quelque chose, ou qui craint quelque chose. En début de soirée, l'inspecteur Graves lui a rendu sa note précédente en frappant à la porte et en fronçant les sourcils. « Je ne reste pas, » dit-il aussitôt, « mais vous avez posé des questions sur l'autopsie. Voilà ce que je peux vous dire. » Elle l'a invité à entrer, mais il était resté debout. Aucun signe visible de traumatisme, aucune toxine évidente dans l'estomac. Mais un résidu étrange a été trouvé au fond de la gorge. Brun foncé, granuleux. Le labo travaille dessus. La tasse de thé dans laquelle il a bu, certainement trafiquée. Des résidus de colle et un fin réseau de fractures. La colle était-elle moderne? Il hocha la tête. Époxy transparent, robuste. On ne trouve pas ça à la poste. Alors quelqu'un l'a apporté avec lui. On dirait bien. Celui qui a trafiqué cette coupe recherchée pour ciblait Verity. Ils l'ont posée, probablement plus tôt dans la journée, et ont attendu. Puis-je vous poser une question sur Monsieur Julian Verity? Graves expira. Il dit qu'il est le seul parent survivant. Il a des papiers. C'est un avocat londonien. Tout semble en ordre. Mais il y a quelque chose qui cloche. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais je ne l'aime pas. Trop poli, trop près. Miss Marple hocha la tête. J'avais le même sentiment. Est-il arrivé après la mort ou avant? Avant. D'après son propre récit, il était venu la veille de la fête et avait logé dans une maison d'hôte de Shipley Lane. Mais personne ne se souvient l'y avoir vu. Alors il regardait, dit doucement Miss Marple. Il attendait. Graves plissa les yeux. Tu crois qu'il l'a planifié? Je pense, dit doucement Miss Marple, que la mort du docteur Verity lui convenait parfaitement. Et je crois que quelqu'un dans ce village le sait. Exactement pourquoi. Cette nuit-là, quelque chose de particulier s'est produit. Miss Marple, se préparant à aller se coucher, passa devant sa fenêtre et remarqua un léger mouvement devant Gossamer House. Les lumières étaient éteintes. Aucune voiture dans l'allée, mais une ombre s'est déplacée, non pas à la hâte, mais à pas prudents et expérimentés, de l'entrée arrière de l'abri de jardin. Elle plissa les yeux, regardant la silhouette se baisser, déverrouiller le hangar et disparaître à l'intérieur. 5 minutes plus tard, il réapparut, cette fois-ci avec un étui en cuir étroit. Un cas de médecin. Chez le docteur Verity. La silhouette s'est glissée à travers la haie latérale, invisible pour quiconque sauf elle. Miss Marple tendit la main vers son carnet. Le lendemain matin, elle se rendit à Gossamer House sous le prétexte poli de rendre un mouchoir égaré. Julian Verity lui ouvrit lui-même, boutonné à la perfection et souriant faiblement. « Non, je n'ai jamais vu un tel mouchoir, » dit-il, « mais jetez un coup d'œil au salon, si cela peut vous rassurer. » Elle l'a fait, mais elle cherchait tout autre chose. Sur la cheminée, à côté d'une photographie encadrée du docteur Verity jeune homme, se trouvait un plat en argent. Un plat dont Miss Marple se souvenait très bien qu'il avait toujours été dans le salon d'Eugenia Verity. Il avait autrefois contenu des cartes de visite. Maintenant, il n'y avait plus rien. Sauf, Miss Marple la souleva délicatement. Dessous se trouvait un petit morceau d'enveloppe déchiré, adressé non pas au docteur Verity, mais à Julian Verity. Le timbre de retour était étranger, français. Elle le rangea dans son gant, lui sourit pour le remercier et partit. Dehors, le ciel commençait à s'assombrir et le tonnerre grondait faiblement au loin. Les tempêtes, pensait-elle, étaient souvent purificatrices, mais celui-ci apporterait probablement quelque chose de plus que de la pluie. Chapitre 5. Le murmure dans les saules. Le lendemain de l'étrange observation de Miss Marple, la silhouette indistincte de Gossamer House s'échappant avec un étroit sac de cuir, l'air de Marleycombe était lourd de pression. L'orage annoncé n'était pas encore arrivé,
mais le ciel était bas et plein d'espoir. Le village semblait se mouvoir plus lentement sous ces nuages de laine, comme si même les haies retenaient leur souffle. Miss Marple, quant à elle, se leva tôt, l'esprit encore ruminant les détails de la soirée précédente. Elle avait appris depuis longtemps à se méfier des grands gestes et des indices spectaculaires. C'étaient les petits détails, la lettre cachée sous un plateau d'argent, le fait que Julian Verity n'ait jamais appelé Léonard par un surnom familier, la forme de l'étui, trouvé dans l'abri de jardin, qui, lorsqu'on tirait doucement dessus, dénouait tout le vêtement. Après le petit déjeuner, elle enfila son manteau le plus banal et prit sa canne, plus pour l'image de fragilité que par besoin réel, et se dirigea vers la lisière du village, vers la basse étendue de bois connue sous le nom de Willow Hollow. Ce nom n'était pas dû à une association poétique avec les arbres, même si des saules y poussaient certainement, trempant leurs doigts dans le ruisseau peu profond. Il était dû à une tragédie survenue quelques années auparavant. Une jeune femme, la fille du boulanger, avait disparu près de cette même clairière, sans jamais être retrouvée. Miss Marple se souvenait qu'elle s'appelait Hester Long, et le docteur Léonard Verity avait visité le village cet été-là. Au bord du creux, Miss Marple a rencontré sa destination. Un petit banc en bois sous un saule arqué, où un homme âgé au visage comme du vieux cuir était assis en train de tailler un bloc de pain. « Bonjour, monsieur Ferris, » dit-elle doucement. Le vieux jardinier inclina sa casquette. « Mademoiselle Marple, le beau temps s'annonce pour aujourd'hui. »« En effet, j'espère que ça ne va pas tarder. Je déteste le tonnerre. Ça fait sursauter le chat. » Ils ont échangé quelques mots sur le mildiou des rosiers et la négligence municipale avant qu'elle n'aborde le vrai sujet. « Vous étiez gardien à Gossamer House autrefois, n'est-ce pas? À l'époque où mademoiselle Eugenia Verity y vivait encore. »« Oui, » dit Ferris en crachant une mèche de bois sur le côté, « pendant près de 10 ans, jusqu'à ce que ses genoux lâchent et qu'elle engage ce bon arien de Shipley Lane. »« Le docteur Verity me rendait-il souvent visite pendant ces années-là » Les mains du vieil homme s'immobilisèrent. « Je ne m'en souviens clairement qu'une seule fois, » dit-il après une pause. « C'était l'été. Chaud et infesté de guêpes. 1938, peut-être 1939. Il est venu de Londres et il est resté 3 jours. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel ?» Ferris la regarda, le regard embrumé mais pas terne. « C'est arrivé. Une fille a disparu, n'est-ce pas? Hester Long. Chance. » Le cœur de Miss Marple battit une fois, brusquement. « On dit qu'elle est allée rencontrer un gentleman, » poursuivit Ferris. « Certains ont dit que c'était un soldat de passage. D'autres ont juré qu'elle voyait un garçon du village en secret. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. »« Pourquoi pas ?»« Parce que je l'ai vue, » dit Ferris à voix basse, 2 jours avant sa disparition, au bord de la rivière. Elle n'était pas avec un garçon du village. Elle était avec un homme grand en manteau sombre. Il semblait n'avoir rien à faire ici. Chaussures propres, visage de citadin. Elle lui a tendu quelque chose, un papier, peut-être une lettre, et il l'a empoché. Tu l'as dit à quelqu'un? Bien sûr que non. Qui croirait un vieux fou qui observe à travers 2 haies? Miss Marple soupira. Est-ce qu'il ressemblait au docteur Verity? Ferris hésita à nouveau. « Je ne le jurerai pas, » dit-il finalement, mais sa façon de se déplacer, mêmes épaules, même démarche fluide, et il avait une bague, en or, épaisse, avec un écusson, la même que celle que portait Léonard Verity à la fête. Plus tard dans la journée, la 2e tempête de la semaine éclata, celle-ci non pas du ciel, mais de Madame Pennington au bureau de poste qui, en rangeant un plateau de correspondance mal classé, a trouvé une lettre adressée à Dr Léonard Verity, datée de 3 semaines plus tôt. Il n'avait jamais été livré. L'enveloppe provenait d'un cabinet d'avocats à Paris. Miss Marple arriva en même temps que l'inspecteur Graves. La postière le lui tendit à 2 mains, les joues rouges. Je pensais l'avoir déjà vu, mais il a dû être mal classé parmi les abonnements étrangers. Graves le prit et, après un coup d'œil à Miss Marple, ouvrit soigneusement le rabat. Le contenu était bref.
Cher docteur Verity, nous avons pris contact avec la personne en question. Elle demeure sous le nom Mademoiselle L, et l'arrangement que vous avez demandé sera discret. Cependant, nous vous déconseillons fortement toute approche directe. Veuillez nous indiquer si vous souhaitez que nous procédions à la divulgation prévue. De la rue et Marchand, rue des Minimes. Paris Graves fronça profondément les sourcils. Révélation? Arrangement? Dans quoi diable était-il impliqué? Miss Marple tapota légèrement la lettre. « Je crois, dit-elle, que le docteur Verity s'apprêtait à révéler quelque chose. Peut-être publiquement, peut-être en privé, mais quelque chose qui était resté caché pendant longtemps. »« Comme quoi ? » ?»« Peut-être, dit-elle, un enfant. » Ce soir-là, Marleycombe frissonna à nouveau, cette fois à cause d'un véritable coup de tonnerre. Alors que les éclairs traversaient le ciel et que la pluie commençait à tomber en trombes, un deuxième décès se produisit. La sage-femme du village, Madame Isla Jennings, a été retrouvée affalée dans son salon, une lettre serrée dans une main, les yeux écarquillés dans un dernier regard terrible. Son corps ne portait aucune marque, aucun signe de lutte. Une seule tasse de thé vide sur la table devant elle et une légère odeur d'amandes amères dans la pièce. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé sa maison fermée à clé de l'intérieur. Mais Miss Marple, convoquée peu après par la femme du vicaire, remarqua autre chose. Les rideaux avaient été tirés avant la tempête, et sur le bord du bureau, à peine visible à moins de le chercher, se trouvait un bout de papier plié, adressé de la même écriture audacieuse et ferme qu'elle avait vue dans la note de Léonard Verity à Laetitia Hartley. On pouvait y lire « Ce que tu as enterré n'a pas disparu. Je ne me tairai plus. » Miss Marple ferma son parapluie avec une gravité tranquille et se tourna vers l'inspecteur Graves. « Il ne s'agit plus d'un meurtre isolé, inspecteur, » dit-elle. « Il s'agit d'une campagne. Quelqu'un règle les derniers détails. » Le visage de Graves pâlit. « Tu crois que c'est le cousin ? » « Je pense, » répondit Miss Marple, « que nous devons découvrir qui est Demoiselle L, avant qu'elle ne disparaisse elle aussi. » Chapitre 6. Le secret de la sage-femme. La pluie qui avait commencé la veille persistait jusqu'au matin, enveloppant Marleycombe d'un silence gris et froid. Les cloches de l'église sonnaient pour les prières du matin, mais leurs échos semblaient étouffés, comme si le village lui-même hésitait à se réveiller sous l'ombre de 2 morts subites. Miss Marple se tenait dans son petit salon, son tricot intact posé sur le fauteuil, et le feu éteint malgré le froid. Sur la table devant elle se trouvaient 2 objets, une photographie de Madame Isla Jennings, extrait du Marleycombe Gazette 3 ans plus tôt, et la note retrouvée à côté de son corps froid quelques heures auparavant. « Ce que tu as enterré n'a pas disparu. Je ne me tairai plus. » L'écriture, toujours audacieuse, toujours confiante, la glaçait plus que le foyer éteint. Isla Jennings était une femme discrète, certes, mais réservée, surtout connue pour son efficacité et ses pastilles à la menthe poivrée. Elle avait accouché de plus de la moitié des enfants de Marleycombe au cours des 20 dernières années, et aucun n'était mort sous sa garde. Elle vivait seule, fréquentait la chapelle méthodiste plutôt que Saint-Peter et entretenait un potager soigné derrière son cottage. Pour la plupart des habitants du village, elle faisait simplement partie du paysage, aussi fiable et banal que les bancs de l'église ou le mur de pierre près de la boulangerie. Mais Miss Marple avait appris depuis longtemps que les gens qui paraissaient banals étaient souvent ceux qui méritaient d'être observés de plus près. À 10 heures, Miss Marple se tenait devant Chalet Jennings, une modeste maison blanchie à la chaux, au bord de l'allée est de Marleycombe. L'inspecteur Graves était déjà à l'intérieur, arpentant la pièce tandis que les agents circulaient prudemment dans les lieux. La scène était calme, pas encore déclarée de meurtre, même si personne ne doutait que ce serait bientôt le cas. « Elle a eu de la visite hier, » murmura Graves à l'entrée de Miss Marple. Les voisins disent avoir entendu le portail s'ouvrir à la tombée de la nuit, mais personne n'a vu qui entrait ou sortait. Aucun signe d'effraction, aucune lutte, juste la tasse de thé et le mot. « Et la lettre ?» demanda Miss Marple. « Disparue. »
dit Graves d'un ton sombre. Elle tenait une page, mais elle était déchirée, probablement une copie. Quel que soit l'original, il a disparu. Miss Marple hocha la tête, puis reporta son attention sur la pièce. Elle scruta le bureau où le mot avait été trouvé. Propre, comme toujours. Jennings avait ses habitudes. Le flacon d'encre était hermétiquement bouché. Un buvard, à peine utilisé. Un tiroir entr'ouverte. À l'intérieur, seulement du papier à lettres lignées et une enveloppe adressée à E.H. au crayon. « E.H. » demanda-t-elle. Graves haussa les épaules. On vérifie les registres paroissiaux. Ça pourrait être n'importe qui. Miss Marple réfléchit un instant aux initiales, puis se dirigea vers l'étagère. Là, coincé entre un almanach médical et un livre de prières usé, se trouvait un mince journal en cuir. Il ne portait aucun nom. « Puis-je » demanda-t-elle. Graves hocha la tête. On ne l'a pas encore ouvert. Miss Marple souleva le livre avec précaution et ouvrit la couverture. La première page était blanche. La seconde contenait quelques lignes soignées, écrites selon le script de Madame Jennings. « Je n'écris pas pour confesser, seulement pour me souvenir. Quand personne ne veut dire la vérité, il faut l'écrire. Si je meurs avant que ce message soit lu, peut-être quelqu'un comprendra-t-il encore ce que j'ai essayé de protéger. » En dessous, il y avait une date. 2 avril 1939. Le cœur de Miss Marple s'accéléra. 1939. Le même été Esther Long disparue. Le même été, le docteur Léonard Verity visita le village pour un repos tranquille. Elle s'est retournée vers l'avant. Les entrées étaient rares, plus des notes que des réflexions de journal. Mais certaines étaient néanmoins révélatrices. 12 avril, HL encore. Elle m'a dit qu'elle était enceinte. Je l'ai averti de ne pas lui faire confiance. Il m'a dit qu'il lui avait promis de lui écrire de Paris. Quelle idiote. 20 avril, tard dans la nuit. On a frappé à la porte. Il était là. Il a exigé que je l'accueille et que je lui donne quelque chose de sûr. Il était en colère, plus effrayé que cruel, je crois. Pourtant, j'avais peur pour elle. Je lui ai dit que je m'en occuperais. 21 avril. J'ai menti. 22 avril. Esther est partie pour le Devon. J'ai payé le train moi-même. Elle restera chez sœur Margaret pour le moment. Personne ne doit le savoir. Si elle revient, ce sera son choix. 6 mai. Une lettre est arrivée. Je l'ai brûlée. Miss Marple lut les dernières entrées 2 fois, puis une 3e fois. Lentement, la toile commença à se tisser dans son esprit. Esther Long n'avait pas disparu. Elle s'était enfuie, cachée par Madame Jennings pour la protéger d'un homme qu'elle craignait. Un homme qu'elle avait peut-être aimé, mais en qui elle n'avait plus confiance. Et Madame Jennings avait menti, au village, aux parents d'Esther, à la police, mais pas à sa conscience. Cette phrase résonna à nouveau dans les pensées de Miss Marple. Si je meurs avant que ceci soit lu, elle rentra chez elle avec le journal discrètement glissé dans son sac à main. Dans le calme de son salon, elle passa en revue les noms. H.L. Hester Long. E.H. La seule personne mentionnée dans l'enveloppe. Est-ce que ça pourrait être Eugenia Hartley? Non, c'était la tante de Laetitia. Elle n'avait aucun lien de parenté. Peut-être Edward Holloway, avocat local, aujourd'hui à la retraite, qui avait été le conseiller juridique de la famille Long pendant des décennies. Elle lui parlerait bientôt. Mais d'abord, elle avait un autre appel à passer. Cet après-midi-là, elle a parcouru le demi-mile jusqu'aux anciennes gares, aujourd'hui désaffectées depuis longtemps, mais préservées comme curiosité locale. Sa petite salle d'attente poussiéreuse avait été transformée en musée improvisé. Panneaux de signalisation ferroviaire, horloge cassée et un journal de bord conservé de ses dernières années d'exploitation. Avec l'aide du gardien, un homme bienveillant nommé M. Pym qui sentait le pétrole et le goudron de pain, elle a eu accès aux archives de 1939. « Le 22 avril » demanda-t-il. « Voyons voir. » Il feuilleta le registre décoloré jusqu'à ce que son doigt atterrisse sur une page avec seulement quelques gribouillis. Nous y voilà. Un passager. Aller simple pour Barnstaple, Devon. Femme. Nom enregistré. H. Lane.
C'est bizarre. Je n'ai jamais eu de famille Lane par ici. La bouche de Miss Marple s'amincit. Voit un faux nom. Assez proche de Long pour que la jeune fille l'utilise sans hésitation, mais juste assez loin pour échapper au ragot. Elle remercia M. Pym et retourna dans le village avec sa canne tapant au rythme de ses pensées. Esther Long avait vécu, et quelqu'un le savait depuis toujours. Et maintenant, avec Leonard Verity et Isla Jennings morts, tous deux liés à la disparition d'Esther, Miss Marple craignait que quelqu'un d'autre ne soit bientôt en danger. Ce soir-là, elle a écrit une lettre. C'était bref et ferme. À l'attention de mademoiselle L. Si vous êtes toujours sous la protection de Delarue & Marchand à Paris, je vous invite à vous faire connaître, discrètement. Des vies sont en jeu, et la vérité ne restera plus enfouie. Veuillez répondre à mademoiselle Jane Marple, Danemead Cottage, Marleycombe, Angleterre. Certains ici voudraient que votre voix soit réduite au silence à jamais. Je vous supplie de parler avant eux. Elle a scellé l'enveloppe et l'a mise à la poste, sachant que c'était une chance infime. Mais parfois, d'après l'expérience de Miss Marple, les plans à long terme étaient les seuls à avoir un effet positif. Chapitre 7. La réponse de la rue des Minimes. La tempête s'est finalement calmée aux premières heures du vendredi matin, laissant Marleycombe trempée mais propre. Les oiseaux sont revenus prudemment, secouant l'eau de leurs plumes, et les ruelles pavées scintillaient sous un soleil pâle. Pour un étranger, le village aurait pu sembler revenir à la normale. Mais pour ceux qui avaient les yeux pour voir, la vérité se cachait encore derrière les rideaux tirés et les conversations chuchotées. Miss Marple se tenait devant le portail de son jardin, sécateur à la main, faisant semblant de tailler les rosiers tardifs tout en observant l'approche du facteur avec un vif intérêt. Elle s'était levée tôt, trop tôt peut-être, mais l'anticipation n'obéit pas toujours au bon sens. Alors qu'il passait, elle s'écria joyeusement. « Bonjour, monsieur Jeffers. »« Bonjour, Miss Marple, » répondit-il en fouillant dans son sac. « Juste un pour vous aujourd'hui, du courrier étranger. » Il lui tendit une enveloppe couleur crème, fine et élégante. L'écriture lui était inhabituelle, penchée et légèrement pressée, mais le cachet de la poste était exactement ce qu'elle espérait. Paris, rue des Minimes. Elle le remercia et attendit d'être de retour dans son salon, les rideaux fermés et la bouilloire allumée, avant d'ouvrir soigneusement l'enveloppe. La lettre était écrite d'une écriture soignée et à l'ancienne sur du papier épais. « Mademoiselle, j'ai reçu votre lettre avec une grande surprise. On m'avait dit il y a de nombreuses années qu'il n'y aurait plus besoin de revenir en arrière, que ce qui avait été fait était définitivement enterré. Et pourtant, vous voilà à retourner la terre. Je n'ai pas l'intention de retourner en Angleterre. Pas ouvertement. Mais je vous parlerai si vous venez à Paris. La discrétion sera de mise. Tu dois apporter le journal d'Isla Jennings. Je n'en ai jamais entendu parler, mais si elle a écrit ce que tu dis, il est temps que je lise sa vérité. Si joins l'adresse où je vous recevrai une seule fois. Ensuite, je disparais à nouveau. » L.H. Miss Marple lut la lettre 3 fois, avant de la poser près de sa tasse de thé. Les initiales confirmèrent ses soupçons. L.H. était Esther Long. Ce n'était plus la fille de boulanger aux yeux brillants qui avait disparu à l'été 1939, mais une femme qui avait choisi l'exil plutôt que la dénonciation, et qui maintenant, après des décennies de silence, était prête à parler. Mais seulement à Paris. Miss Marple sourit faiblement. Elle n'avait pas voyagé à l'étranger depuis des années, mais elle possédait toujours un passeport valide et une valise en tweed bien entretenue. De plus, son instinct lui disait que c'était la seule voie qui permettrait de dénouer le nœud qui étranglait Marleycombe depuis près de 40 ans. Pourtant, elle ne pouvait pas disparaître du village sans susciter des questions. Heureusement, Marleycombe était toujours ravie de croire que les dames âgées prenaient des vacances pour calmer leurs nerfs, surtout après l'excitation suscitée par de multiples décès et la présence d'un cousin suspect aux aguets. Cet après-midi-là, elle téléphona à son neveu Raymond West et d'une voix juste assez essoufflée, lui dit « Chérie,
Je crois que quelques jours sur le continent pourraient me redonner des forces. Serais-tu gentil de me réserver une chambre au calme près du jardin du Luxembourg? Raymond, toujours dramatique, lui proposa immédiatement de l'accompagner. Non, non, insista-t-elle. Je me débrouillerai très bien toute seule. Mais rappelle-moi où tu ranges ce petit guide de conversation français, celui sans tout cet argot affreux. Avant son départ, cependant, des problèmes restaient à résoudre à la maison. Parmi eux, les curieux. Monsieur Julian Verity, dont les performances en tant que cousin en deuil étaient devenues de plus en plus rares depuis les funérailles. On le voyait rarement désormais, sauf à des heures indues, tard le soir ou dans les premiers brouillards de l'aube. Miss Marple, qui observait beaucoup depuis la fenêtre de son salon, avait remarqué que ses habitudes avaient changé. Il ne fréquentait plus la boulangerie, il évitait le bureau de poste, et plus curieux encore, il avait commencé à recevoir des colis en forme de mallettes par coursier privé, jamais de la Royal Mail, et il restait à Gossamer House comme un homme gardant un trésor, ou cachant quelque chose qu'il n'ose pas déplacer. Dimanche après-midi, Miss Marple a rendu visite Laetitia Hartley, qui était revenue à ses aquarelles et à son brandy, avec une vigueur qui suggérait soit un déni profond, soit une distraction délibérée. Ils étaient assis dans son salon aux senteurs de lavande, sirotant du thé près d'une porte-fenêtre ouverte. Une légère brise agitait les rideaux. Laetitia, vêtue d'une robe ample à fleurs, ressemblait davantage à une femme se prélassant dans le sud de la France qu'à une suspecte dans un scandale local. « J'ai entendu des rumeurs, » dit prudemment Laetitia, qu'Isla Jennings avait laissé un journal, que tu l'avais lu. Miss Marple hocha la tête. « Oui, et je crois que vous étiez au courant pour l'enfant. » Laetitia se raidit. « Je m'en doutais, » dit-elle doucement, « mais je ne m'en doutais pas. Savoir passe vraiment. » Esther prenait toujours soin de ne pas citer de nom. Mais il y a eu une fête, une fois, à Gossamer House. Elle a pleuré dans le jardin. Elle a dit qu'elle avait peur, qu'il avait fait des promesses. Elle te l'a dit? Laetitia secoua la tête. Pour elle-même. J'ai entendu. Et puis elle a disparu. Je la croyais morte. Nous tous. Mais maintenant, elle est vivante, dit doucement Miss Marple. Et elle pourrait bien détenir la clé de tout, y compris le mobile de 2 meurtres. Laetitia regarda sa tasse de thé pendant un long moment. « Je pensais que Marlécombe était l'endroit le plus sûr du monde, » murmura-t-elle. « Mais c'est comme une maison de poupée, non? Jolie de l'extérieur, et d'autant plus terrifiante quand on réalise que les poupées sont vivantes et qu'elles ont des dents. » Ce soir-là, Miss Marple se préparait pour son voyage. Elle a emballé l'essentiel. 2 jupes bien brossées, un manteau en bon état, son sac éponge, un sachet de lavande pour la valise et, bien sûr, le journal d'Isla Jennings, désormais emballé dans du papier brun ordinaire et attaché avec une ficelle. Elle a également glissé dans son sac à main la note trouvée à Jennings Cottage, l'enveloppe déchirée avec le EH ses initiales, et un petit carnet de poche rempli de ses propres observations. Elle croyait désormais, plus que jamais, que les meurtres n'étaient pas aléatoires, que quelqu'un dans le village, quelqu'un respirant encore l'air humide de Marlécombe, avait un passé étroitement lié à Léonard Verity et à Esther Long, et qu'ils avaient tué 2 fois pour empêcher la vérité d'éclater. À la gare le lendemain matin, elle fut accueillie de manière inattendue par inspecteur Graves, qui attendait à côté du guichet avec un regard curieux dans les yeux. « Vous allez quelque part, Miss Marple ?»« Juste quelques jours à l'étranger, » répondit-elle. « Mes rosiers ne m'ont pas vraiment impressionné cette année, et je crois que je l'ai pris trop personnellement. » Graves la regarda longuement. « Tu crois que les réponses se trouvent hors du village ? » « Je pense, » dit-elle doucement, « que la vérité n'est jamais une affaire locale. Elle a des répercussions, et j'en suis une. » Il hocha lentement la tête. « Quand tu reviendras, il y aura sûrement d'autres questions qui t'attendent. »« Je l'espère bien, » dit-elle vivement. « Les morts sont peut-être enterrés, mais la vérité est toujours vivante. » Alors qu'elle montait dans le train, Miss Marple ne regarda pas en arrière.
Elle n'était pas encore certaine de ce qu'elle trouverait à Paris, mais elle était certaine d'une chose. Quelqu'un à Marlécombe croyait encore que le passé pouvait être passé sous silence, et elle avait l'intention de leur prouver qu'ils avaient tort. Chapitre 8. La femme de la rue des Minimes. Le train en provenance de Douvres était arrivé en France sous un ciel sans nuages, son rythme étant une douce berceuse pour les esprits fatigués. Mais Miss Marple n'était pas lasse, loin de là. Tandis que le paysage se déroulait dans des tons olive et or, elle se tenait droite, son sac à main posé sur ses genoux, le journal intime enveloppé de papier kraft pressé sous ses doigts, ganté comme une relique fragile. Paris. Elle n'avait pas revu la ville depuis le début des années 1930, lorsqu'elle et sa sœur étaient venues s'émerveiller devant la galerie des tapisseries du Louvre et commander des pâtisseries dont elle ne parvenait pas à prononcer le nom. Mais cette visite n'avait rien de si fantaisiste, pas de menus ornés de dentelles ni de promenades sur la Seine. Elle était là sur les traces d'une voix longtemps crue perdue, une voix qui avait autrefois crié derrière les haies et les wagons de train, et qui, étonnamment, avait finalement accepté de parler. À la gare du Nord, Miss Marple descendit du train et se retrouva dans une douce effervescence. Des porteurs en veste bleue s'élançaient entre les passagers. Un violoniste jouait un air lugubre près de la sortie. L'air était chargé d'odeurs de diesel, d'eau de rose et d'une légère touche métallique. Un conducteur brandissait une pancarte à son nom, ou presque, Madame Marbel, et l'a emmenée dans une modeste Renault noire avec des plaques diplomatiques. Aucune question ne fut posée, aucun nouveau tampon de passeport n'y fut apposé. Juste un hochement de tête silencieux tandis qu'elle traversait rues étroites et larges boulevards, passant devant des cafés, des charrettes de fleurs et des boutiques fermées, jusqu'à une rue calme du Marais, rue des Minimes. Ils s'arrêtèrent devant un grand bâtiment couleur crème, aux balcons en fer forgé et aux fenêtres fermées par des volets. Le chauffeur s'inclina légèrement et indiqua une entrée latérale. Miss Marple le remercia poliment, prit son sac et entra. Elle était attendue. L'appartement du 3e étage était petit, élégant et d'une propreté impeccable. Des rideaux de dentelle blanche adoucissaient la lumière, des étagères bordaient les murs, et un vase de lys frais embaumait l'air. Et là, debout près de la fenêtre dans une robe gris tourterelle, il y avait Esther Long, ou ce qu'il en restait. Elle avait maintenant la soixantaine, même si les années la portaient mat et bien. Ses cheveux étaient de couleur acajou délavés, ramenés en arrière en un chignon. Ses yeux, autrefois décrits par les villageoises comme « vert cristal de mer », étaient plus pâles maintenant, délavés, attentifs. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle fit signe à Miss Marple d'entrer. « Tu es venue » dit-elle doucement, avec une trace d'accent français. « Bien sûr » répondit Miss Marple. « C'est vous qui l'avez demandé. » Un instant, elles restèrent silencieuses. Deux femmes marquées par la perte, l'une l'ayant fui, l'autre ayant vécu au milieu d'elles comme le lierre. Miss Marple a offert le colis. « Le journal » dit-elle. Esther le prit avec des mains prudentes, ses yeux scrutant l'écriture familière comme si elle retrouvait un fantôme. « Elle a menti pour moi » murmura Esther. « Pendant toutes ces années, j'ai cru qu'Islam m'avait enterré avec son silence. Mais elle m'a protégé, même de moi-même. Elle l'a payé cher, dit doucement Miss Marple. Je sais. » Ils s'assirent et le thé fut servi. Un darjeeling délicat, infusé juste comme il faut. Et après un moment de silence, Esther commença à parler. « Tout a commencé, bien sûr, avec Léonard, dit-elle. Il était charmant, brillant et terriblement, terriblement arrogant. J'avais à peine 19 ans. Il était plus âgé, sophistiqué. Il disait que j'étais différente, pas comme les filles du village. Il disait que je pouvais partir avec lui, qu'il m'épouserait. » Elle sourit amèrement. « Je l'ai cru. » C'était stupide, je sais, mais quand on est jeune et adoré, la réalité n'a pas de voix. Miss Marple ne dit rien. Elle écoutait simplement. Quand je lui ai parlé de l'enfant,
Il est devenu froid. Je me souviens de ce moment. Nous étions dans le jardin derrière Gossamer House et il venait de finir une cigarette. Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère. Et puis il m'a dit « Cela ne me ruinera pas ». Et ensuite, demanda Miss Marple, j'ai été envoyé chez Madame Jennings. C'est lui qui a tout arrangé. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Mais Isla avait déjà vu ça. Des hommes de classe négligeant leurs responsabilités. Elle m'a proposé autre chose. Une porte de sortie. Elle m'a dit qu'elle avait un contact dans le Devon, une femme qui m'accueillerait et m'apprendrait à disparaître. Et l'enfant ? Une fille, dit doucement Esther, née en bonne santé. Je l'ai nommée Lucille. On m'avait dit qu'elle serait adoptée et placée dans un bon foyer. Mais j'ai appris plus tard qu'Isla avait pris soin d'elle, lui avait rendu visite en secret. Je ne l'ai plus jamais revue. Le cœur de Miss Marple souffrait de cette manière calme et consciente que seules les femmes d'un certain âge peuvent ressentir, non pas de la pitié, mais de la reconnaissance. « Et quand Léonard est revenu à Marleycombe ?» demanda-t-elle. « J'avais peur, » dit Esther, « quand je l'ai appris, par l'intermédiaire d'un vieil ami qui m'écrivait encore. J'ai paniqué. Je lui ai écrit une lettre. Je lui ai dit que je parlerais, que je ne pouvais plus me cacher. Je pensais que cela le réduirait peut-être au silence par la peur. Mais ce ne fut pas le cas. Non, dit Esther. Il m'a répondu. Il m'a dit qu'il m'expliquerait tout, que nous pourrions nous revoir en toute sécurité. J'ai bêtement pensé qu'il viendrait avec la paix entre les mains. Mais ensuite, elle détourna le regard. Puis il est mort. Miss Marple réfléchit à ces paroles. Pourquoi n'as-tu pas prévenu la police ? Je me suis caché trop longtemps, dit Esther. Et ce n'est pas tout. Bien plus. Léonard n'était pas le seul à vouloir me faire taire. Miss Marple haussa les sourcils. Il y avait des lettres, des menaces. Pas seulement de Léonard, mais d'un autre. Un homme qui prétendait savoir ce que j'avais fait. Il disait que si je parlais, d'autres tomberaient aussi. Que Marleycombe avait plus de secrets enfouis que d'ossements. « Julian Verity ?» demanda Miss Marple. Esther hésito. « Ce nom, je l'ignore. » Mais la lettre portait un blason, un lion rampant sur 3 étoiles. La colonne vertébrale de Miss Marple se raidit. Elle avait vu cette crête, sur la bague portée par l'homme qui avait retiré le sac de médecin en cuir de Gossamer House sous le couvert de la nuit. Le même, crête tamponnée dans l'enveloppe déchirée à Jennings Cottage. Pas un cousin alors. Je ne suis pas avocat, mais un homme lié à la famille d'une manière plus profonde et plus sombre. Miss Marple est retournée à son hôtel ce soir-là et a écrit un télégramme à l'inspecteur Graves. Julian Verity pourrait être un pseudonyme. Le blason est lié à la succession originale de Verity. Vérifiez les archives du père de Léonard et de toute parenté illégitime. Le suspect fait le ménage. 2 morts. Un 3e possible si l'enfant fait surface. Enquête urgente. Elle remit le message au réceptionniste de l'hôtel et retourna dans sa chambre, tirant les rideaux contre le crépuscule doré. Les pièces s'assemblaient. Mais l'image qu'il se faisait de lui n'était pas seulement celle d'un tueur. C'était d'un héritage, de cruauté, de droit et de vérité enfouis, qui finissent par pousser comme des mauvaises herbes dans le sol anglais soigné. Et quelque part, dans ou autour de Marleycombe, il y avait une 3e cible. Lucille, la fille qui n'avait jamais été nommée, jamais revendiquée, et qui maintenant, si elle était encore en vie, était en danger de mort. Chapitre 9. Le portrait dans le grenier. Miss Marple rentra à Marleycombe sous un ciel chargé de nuages bas et un parfum de pluie, non pas la forte averse estivale des jours précédents, mais une bruine lente et régulière qui semblait adoucir tout ce qu'elle touchait. Le village, vu à travers la vitre de la voiture, parsemé de gouttes de pluie, avait la même apparence. Mais elle savait que ce n'était pas le cas. Marleycombe avait changé, subtilement mais sûrement, et ces changements n'étaient jamais superficiels. Il coulait sous les pavés. Son train était arrivé à midi, et elle avait renoncé aux banalités habituelles avec M. Jeffers, le facteur, et même décliné le thé avec Mme Carmichael au presbytère. Elle avait besoin de temps, de calme.
d'espace pour réfléchir, et elle devait agir rapidement, car elle croyait désormais qu'une troisième mort était non seulement possible, mais imminente. Lucille. Le nom résonnait dans son esprit comme un murmure dans un couloir sombre. Miss Marple n'avait ni photo, ni âge, ni adresse. Juste un nom et le sentiment que le temps pressait. Elle s'installa à Denmead Cottage, et après une tasse de thé et un bref moment passé à caresser M. Snodgrass, qui ne lui avait apparemment pas manqué du tout, elle se dirigea vers la société historique de Marleycombe, un modeste bâtiment en briques niché entre la bibliothèque et la chapelle désaffectée. À l'intérieur, elle a été accueillie par M. Wilfrid Penstock, un homme voûté aux sourcils hérissés et un penchant pour les notes de bas de page locales. « Mademoiselle Marple, j'ai entendu dire que vous étiez partie à Paris. Vous faisiez des recherches sur les cousins de Napoléon, n'est-ce pas ? » « Rien d'aussi glamour, » répondit-elle. « En fait, je cherche un acte de naissance. Fin 1939, peut-être début 1940. Le nom de la mère était Hester Long. L'enfant a peut-être été enregistré sous un autre nom de famille. Je crois qu'elle était née hors du village. Mais ces informations ont peut-être été enregistrées d'ici avant le départ de sa mère. » Penstock fronça les sourcils. « Pas de registres officiels ici, j'en ai bien peur. Mais nous avons des copies des anciens registres de la sacristie et des registres de l'école du village. Certaines sages-femmes ont également pris des notes, assez officieuses, mais remarquablement fiables. Est-ce qu'Isla Jennings aurait contribué à cela ? A-t-elle demandé. Oh oui. Elle avait une page entière à la fin du livre de 1939, une écriture très précise. Ils parcoururent ensemble les registres poussiéreux, l'odeur d'encre et de moisie flottant dans l'air. Finalement, sur la dernière page d'un volume relié en cuir, elle le vit. 14 novembre 1939. Naissance vivante, femelle. Initiales YLML, en bonne santé. Aucune complication. Les doigts de Miss Marple tapotèrent doucement sur la ligne. LML. Penstock jeta un coup d'œil. Probablement Lucille, la fille d'Esther. Mais qu'en est-il du M ? Peut-être Marie ? C'était le nom de la mère d'Esther, murmura Miss Marple. Penstock hocha lentement la tête. Aucun acte de décès n'a été déposé localement, et aucun acte d'adoption non plus, même si ces dossiers étaient souvent traités à Exeter. Miss Marple se pencha en arrière. Lucille avait survécu, et si Isla Jennings avait monté la garde, comme le suggérait son journal, alors peut-être que quelqu'un d'autre dans le village saurait où la fille avait été élevée. Elle tourna ses pensées vers Edward Holloway, l'avocat à la retraite dont le nom correspondait aux initiales sur l'enveloppe trouvée à Jennings Cottage, et H. Un homme qui s'était retiré tranquillement une dizaine d'années plus tôt dans un chalet près de la rive, où il vivait dans un confort spartiate, avec un labrador sourd et un penchant pour les biscuits à l'avoine. Il ouvrit la porte en manches de chemise, ses lunettes sur le front. « Miss Marple, ça fait une éternité. J'ai bien peur de ne pas être venue en personne, dit-elle. Je crois que vous avez déjà traité des affaires juridiques pour la famille Long ? Oui, oui, dit-il en lui faisant signe d'entrer. Le père d'Esther, William Long, était un homme bien, positif, raisonnable. Il a laissé la boulangerie à son neveu à la fin des années 40. Je me suis occupé des formalités administratives. Elle s'assit doucement dans le fauteuil près de la fenêtre, le labrador frappant sa queue contre ses pieds. « Avez-vous déjà participé à des affaires plus délicates ?» demanda-t-elle. Holloway pencha la tête. « Tu parles de la fille. » Lucille. Elle cligna des yeux. « Alors tu le savais. »« Je ne l'ai pas fait, pas à ce moment-là, » dit-il. Mais des années plus tard, après le décès d'Eugenia Verity et l'arrivée de Gossamer House aux mains de Léonard, des rumeurs ont commencé à circuler. J'ai été consulté, officieusement, au sujet d'un problème d'héritage. Une femme s'était présentée, prétendant être une parente éloignée, une fille discrète, polie. Je ne l'ai jamais vue, mais la lettre était signée « L.M. Long ».
Miss Marple perdit son souffle. Ce qui s'est passé? Rien finalement. La plainte a été retirée, discrètement. J'ai toujours soupçonné que quelqu'un était intervenu. L'esprit de Miss Marple tournait à toute vitesse. Retiré. Coup silencieux. Le soir, Miss Marple savait où elle devait aller ensuite. Maison Gossamer. Non pas pour parler à Julian Verity, qui, croyait-elle maintenant, n'avait aucun lien de parenté, mais pour rechercher il y avait quelque chose dans cette maison, un vestige du passé d'Eugénia ou de Léonard Verity, qui avait gardé Julian attaché à elle si intensément. Elle attendit le crépuscule. À 8h30 précises, elle prit sa torche, son sac à main et son parapluie le plus résistant, et traversa la prairie, passa devant le presbytère et franchit la haie qui bordait Gossamer House. Elle avait vu Julian partir juste après le dîner, se dirigeant vers la résidence Redfern, probablement à la recherche d'informations ou d'apparences. La maison était sombre, silencieuse, peu accueillante, mais pas verrouillée. Les domestiques étaient départis depuis longtemps, et Julian, un homme trop arrogant pour s'imaginer vulnérable, n'avait probablement pas pris la peine de verrouiller les portes d'une maison qu'il pensait être la sienne. Miss Marple entra discrètement. Elle n'avait pas apporté de gants. Elle n'avait aucune intention de cacher sa visite. Le salon était intact, le plateau en argent brillait comme avant. À l'étage, elle se déplaça de pièce en pièce. Les chambres d'amis étaient vides. L'ancien bureau de Léonard avait été vidé, tiroirs vidés, papier disparu. Mais dans le grenier, par une porte étroite cachée derrière une tapisserie décolorée, elle le trouva. La poussière dansait à la lueur de sa torche lorsqu'elle pénétra dans l'espace étroit et en pente. Les vieilles malles, des cartons, un phonographe fêlé, et sur le mur du fond, recouvert d'un drap de mousseline, un grand portrait encadré. Elle a retiré le tissu. Un homme, fier, vêtu d'un manteau de marine, cheveux épais, yeux pâles, et à sa main droite une bague, en or, ornée d'une crête, reconnaissable entre mille. Ce n'était pas Léonard, c'était une autre vérité, et dans le coin inférieur du cadre, J.H. Verity, 1902 à 1943. J.H. Julien. Mais les dates ne correspondaient pas. Julian Verity, l'homme de Marlécombe aujourd'hui, était trop jeune pour être cet homme, ce qui signifiait il n'était pas un cousin, il était un fils illégitime, très probablement, élevé dans l'ombre, peut-être jamais reconnu publiquement, mais porteur du même blason, du même sentiment de droit, de la même rage. Et si Léonard avait été l'héritier légitime, alors le seul chemin de Julian vers le domaine de Verity était à travers le silence des péchés de son père, le silence d'Esther Long, le silence de tous ceux qui savaient. Elle se retourna le souffle court. La boîte à côté du chevalet contenait une pile de lettres, la plupart non ouvertes, certaines adressées à Léonard, d'autres portaient simplement la mention suivante. LML, en caractères gras et soulignés. Elle en a mis 3 dans son sac à main. Puis elle s'est figée. Une planche de plancher craquait en bas. Julian était revenu, et Miss Marple n'avait plus seulement une longueur d'avance. Elle était un pas trop près. Chapitre 10. Un piège parmi les ombres. Miss Marple se tenait parfaitement immobile dans le grenier de Gossamer House, sa torche éteinte, le souffle coupé. En contrebas, le bruit d'une porte qui se fermait résonna faiblement, manifestement délibéré. Elle n'entendit ni voix, ni pas, juste le silence. Ce silence qui ne résulte pas de l'absence, mais d'une présence qui retient son souffle. Julian Verity, ou quel que soit le nom auquel il répondait réellement, était de retour. Et elle, Jane Marple, vieille fille de Danymed Cottage et fidèle servante de la logique et du thé, s'introduisait dans le grenier d'un meurtrier. Son cœur battait plus vite, non pas de panique, mais avec précision. Il était encore temps. La maison était vaste, ses étages grinçants,
Son agencement était un puzzle qu'elle avait à moitié cartographié de mémoire, à moitié grâce à sa précédente exploration silencieuse. Si elle avançait maintenant, prudemment, méthodiquement, elle pourrait descendre l'escalier de service et sortir par la véranda. Mais d'abord, elle se tourna vers le tableau, le portrait de J.H. Verity. Il la fixait dessous le drap de mousseline, le regard sévère et distant. La ressemblance avec Julian était indéniable, même pommettes anguleuses, même inclinaison du front. Julian n'était pas du tout le cousin de Léonard Verity. Il était le cousin de Léonard, demi-frère, ou plus probablement, fils bâtard, caché, plein de ressentiment, oublié. Et maintenant il semblait venger tout ce qui lui avait été refusé. À côté du portrait, Miss Marple avait trouvé 3 lettres portant les initiales LML, Lucille Marie Long. L'une d'elles était scellée et tamponnée, Exeter, le 2e de Londres, et le 3e, de façon effrayante, avait pas encore été envoyé. Il était posé sur les autres, avec une enveloppe à moitié adressée et un stylo ouvert à côté, comme si son auteur avait été interrompu au milieu de sa tâche. Elle glissa les 3 dans son sac à main et ferma délicatement la boîte. La planche suivante craquait plus fort. Il montait. L'escalier du grenier était étroit et raide. Miss Marple avançait en silence, une main sur la rampe, ses chaussures douces contre le bois. En descendant sur le palier, elle entendit un léger mouvement de poids derrière une porte, celle du bureau peut-être, ou celle de l'armoire à linge, et sut que Julian l'attendait, l'observait, tâtait l'air pour détecter sa présence. Elle passa devant le couloir étroit et se glissa dans la chambre d'amis, se glissant derrière la porte entr'ouverte juste au moment où les planches près de l'escalier gémissaient sous ses pas. Miss Marple avait le souffle court. Elle ne craignait pas la mort, pas vraiment. Mais elle redoutait l'indignation d'être réduite au silence avant d'avoir pu prévenir Lucille. Elle redoutait un monde où la vérité serait enterrée aussi facilement qu'une vieille photo. Elle a écouté. Il passe devant la chambre d'amis, lentement, prudemment, puis s'arrêta. Un murmure, un tour de tête. Elle s'est échappée alors qu'il se retournait vers le grenier. D'un pas expert et silencieux, elle se dirigea vers l'escalier de service et le descendit avec l'élégance d'une femme beaucoup plus jeune. Au pied des marches se trouvait une étroite porte vitrée qui ouvrait sur la véranda arrière, une pièce lourde de poussière et envahie par les palmiers en pot. La porte n'était pas verrouillée, elle est passée à travers et s'est glissée dans la nuit. De retour à Danemede Cottage, elle ne dormit pas. Elle prépara du thé, forte et non sucrée, et resta assise avec son carnet, les lettres étalées devant elle. Celle de etc. était oblitérée 2 mois auparavant. « Chère mademoiselle Long, votre demande a bien été reçue. Notre agence respecte la plus stricte confidentialité concernant les placements adoptifs. Cependant, l'enfant en question étant majeur, vous pouvez déposer une demande officielle de contact. Veuillez noter que nous exigeons une preuve de lien de parenté et des références de moralité. Respectueusement, S. Aldridge, Bureau des familles du Devon. » La 2e lettre de Londres était plus vieux, datée de près d'1 an auparavant. À qui cela peut concerner? Je recherche des informations concernant une personne nommée Lucille Marie Long, née en 1939 ou 1940, probablement dans le sud-ouest de l'Angleterre. Tout dossier scolaire, professionnel ou médical est apprécié. La discrétion est requise. Sincèrement, j'y vais. Et la 3e lettre, inachevée, était la plus révélatrice. L'écriture correspondait à celle de Julian. Le ton, froid et décisif. LML. Vous pensez peut-être être insignifiant, mais le sang a le don de trouver sa propre mesure. Je vous suggère de reconsidérer votre silence avant que d'autres ne commencent à poser des questions. Ceci est votre dernier avertissement. Brouillon, brûlé après copie. Miss Marple lut les mots 2 fois. Elle voyait maintenant le chemin tracé, tel un sentier à travers le givre. Julian, le fils de J.H. Verity,
avait grandi au son des histoires d'héritage refusé et de légitimité volée. Lorsque Léonard hérita de Gossamer House, Julian avait été relégué aux oubliettes. Mais il n'avait pas oublié. Et lorsque Léonard revint à Marleycombe, peut-être hanté par la culpabilité, ou peut-être simplement par désir d'arranger les choses, Julian était venu aussi. Il avait apporté avec lui le silence, le poison et le passé. Il avait tué Léonard pour empêcher une confession. Il avait tué Isla Jennings pour enterrer la femme qui connaissait la vérité. Et maintenant, il chassait Lucille. Au matin, les nuages s'étaient à nouveau épaissis. Une bruine tombait par intermittence, trempant les haies et argentait les toits. Miss Marple, emmitouflée dans son plus épais cardigan gris, se rendit au presbytère où inspecteur Graves s'attendait dans le bureau à côté d'un plateau de pain grillé beurré. « On dirait que tu n'as pas dormi de la nuit, » dit-il en versant du thé. « Oui, oui, » répondit Miss Marple, « et vous devriez peut-être vous asseoir pour ça. » Elle lui raconta tout, la rencontre à Paris, le journal, les lettres, le portrait, le nom volé. Elle lui exposa ses soupçons avec la précision d'une aiguille sur un fil. Quand elle eut fini, Graves jura dans sa barbe. « Tu dis que ce Julian n'est pas un cousin, mais le frère illégitime de Léonard, ou son fils. »« Mon fils, je crois, » dit Miss Marple. « Les dates sur le portrait le confirment, mais il n'aurait jamais hérité. Et Léonard, peut-être pris de remords, a cherché à réparer cela, ou pire, à le révéler. Ce qui faisait de lui un handicap. Et Jennings ? Demanda Graves. Elle savait pour Lucille. Elle savait pour Esther. Et elle savait que Léonard était revenu pour se racheter. Graves attrapait déjà son par-dessus. Bon, on l'amène, discrètement, avant qu'il ne s'enfuit. Miss Marple leva la main. Non, pas encore. Graves le fixa du regard. Il est dangereux. C'est encore plus dangereux s'il panique, dit-elle. Il faut lui tendre un piège qu'il croit qu'il ment, mais qui en fait se referme sur lui. Quel genre de piège ? Miss Marple sourit. Le meilleur, inspecteur. Un appât de vérité. Cet après-midi-là, une rumeur se répandit discrètement à Marleycombe, murmurée par Madame Redfern chez le boucher, répétée par M. Croft près de la bibliothèque, et finalement entendue par Julian lui-même au bureau de poste. Lucille Long, cette fille que personne n'a jamais connue, vient à Marleycombe. Elle loge chez Miss Marple, apparemment. Elle veut des nouvelles de sa mère. On dit qu'elle parlera à la police demain. C'était un mensonge. Lucille n'avait pas encore été retrouvée. Mais Julian ne le savait pas. Et au crépuscule, les empreintes d'un inconnu apparaissaient à l'extérieur du Dunmead Cottage. Chapitre 11. Les pas sur le gravier. Ce soir-là, Marleycombe était enveloppée d'une brume froide qui s'accrochait aux arbres et au toit comme un souffle sur un miroir. La lune était voilée, et les étoiles perçaient à peine le linceul gris au-dessus. C'était une nuit propice aux renards et aux secrets. Une nuit où des choses depuis longtemps enfouies remuaient. À l'intérieur du cottage d'Anemead, l'âtre crépitait d'un feu discret, et Miss Marple, enveloppée dans un épais châle de laine, était assise devant, son tricot intact sur les genoux. Les lumières du salon étaient tamisées, les rideaux tirés, et la bouilloire, posée sur le feu, attendait. Elle avait disposé 2 tasses de thé sur le plateau, une pour elle, l'autre pour son invité. Non pas qu'elle s'attendait à un invité au sens traditionnel du terme. Elle s'attendait à un intrus, un rôdeur, un homme qui a trop à perdre et qui n'a plus aucune conscience pour l'arrêter. Dehors, le chemin de gravier menant au cottage était humide, voilé par la brume. Mais l'oreille de Miss Marple était attentive non pas à l'évident, mais au subtil. La variation de pression atmosphérique, le tremblement d'une vitre, le léger écrasement de la pierre mouillée sous son poids. À 21h47 précise, elle l'a entendu. Un seul pas, puis un autre. Mesuré, prudent, testé. Elle n'a pas bougé. Les pas résonnèrent jusqu'à l'arrière du cottage, vers le portail du jardin,
où la haie était plus fine et le treillis moins stable. Un silence. Le léger cliquetis d'un loquet. Les gonds avaient été huilés récemment, volontairement, et ne produisaient aucun bruit. Elle tendit la main et éteignit la lampe de lecture à côté d'elle. Le cottage plongea dans une douce obscurité, seulement troublée par la lueur du feu qui vacillait sur le papier peint. Puis, silence. Et puis, le grincement de la porte du jardin. Julian Verity entra dans la cuisine du pas régulier et précis d'un homme habitué aux intrusions. Il ne portait ni chapeau ni pardessus, seulement un costume gris anthracite que la brume laissait miroiter. Son regard pâle parcourut rapidement la pièce, d'abord vers la fenêtre du fond, puis vers le couloir qui menait au salon. Il ne s'arrêta qu'une seule fois, pour retirer une paire de gants en cuir et les glisser dans sa poche de poitrine, avant de franchir la porte. Miss Marple attendait. Elle était assise bien droite dans son fauteuil, les mains jointes calmement sur ses genoux, ses yeux bleus alertes. « J'aurais plutôt pensé que ce serait toi, » dit-elle. Julian ne sursauta pas. Il ne parle pas. Il pencha simplement la tête. « Je suppose que je devrais vous offrir du thé, » poursuivit-elle. « Mais bon, je crois que vous préférez vos poisons secs. » Cela m'a valu un sourire, mince, expérimenté. « Vous êtes très intelligente, Miss Marple, » dit-il. « Mais bon, j'ai toujours admiré les femmes intelligentes, du moment qu'elles savent s'arrêter. »« J'ai bien peur de ne jamais l'avoir fait, » répondit-elle. « C'est une regrettable bizarrerie. » Il s'avança plus loin dans la pièce, mais lentement, comme un homme qui n'est pas pressé. « Alors, » dit-il en jetant un coup d'œil à l'âtre, « où est-elle ? Au MS ? Ne fais pas semblant, » dit-il d'un ton plus dur. « Lucille, la fille, le fantôme d'Esther. » Les yeux de Miss Marple se rétrécirent légèrement. « Elle n'est pas là. » Julian s'est arrêté. « Non, non, » dit-elle, « mais je voulais que tu croies qu'elle l'était. » Silence. Puis des rires, bref, sans joie, presque amusés. « Tu as tendu un piège. Je t'ai proposé un appât, » dit-elle. Le piège était à toi dès l'instant où tu es entré sans invitation. Il la fixa encore un instant, comme s'il se demandait s'il devait nier, s'il devait jouer la politesse. Mais quelque chose dans son expression changea, durcit, sa performance s'effondra. « Tu te mêles de tout, » dit-il froidement. « Tu ne connais pas toute l'histoire. »« Au contraire, » dit-elle, « je sais tout. » Il se tourna lentement, s'approcha de la cheminée et prit une petite figurine, une bergère en porcelaine à la main crevassée. Il l'examina avec l'intérêt absent d'un homme se demandant s'il va détruire quelque chose juste pour en sentir le craquement. « Je suis né à Londres, » dit-il doucement. « J'ai grandi dans une pension de famille. Ma mère était infirmière, mon père un fantôme, jusqu'au jour où un homme est venu me voir. Il m'a dit que mon nom avait du poids, que si je travaillais dur, restais sobre, discret, je pourrais hériter de quelque chose. »« Et vous l'avez fait ?» dit Miss Marple. « Mais pas de propriété. Pas de Gossamer House. Vous avez hérité du ressentiment, de l'amertume et de la conviction que le monde vous devait quelque chose. » Il a posé la figurine. « Léonard allait donner un prénom à Lucille, » dit-il. « Il allait tout lui léguer. La maison, le nom, le fichu blason. Vous imaginez ? Une fille bâtarde, un accident, prendre tout ce qui m'était refusé. Et donc vous l'avez fait taire. » Il n'a pas répondu. Elle continua, la voix basse et calme. « Puis vous avez appris qu'Isla Jennings avait protégé Esther. Elle avait retrouvé la trace de l'enfant. Elle avait conservé son nom dans ce petit journal noir. Et vous lui avez donc rendu visite. » « Je lui ai demandé d'oublier, » dit Julian. « C'est tout. De détruire ce qu'elle avait. Elle a refusé. Alors tu lui as forcé la main. Elle a bu le thé, dit-il. Je ne l'ai jamais touchée. » Miss Marple le fixa du regard. « Tu n'étais pas obligé. Tu avais déjà remplacé le sucre par du cyanure. Elle a juste sucré sa tasse. » Il n'a rien dit. Dehors, la brume,
s'épaississait contre les fenêtres. À l'intérieur, le feu crépitait. « Tu sais, » dit soudain Julian, « tu es vraiment brillant. C'est vraiment dommage. » Miss Marple ne broncha pas. « Tu ne me tueras pas. » Il pencha la tête. « Pourquoi pas ?»« Parce que l'inspecteur se tient devant la fenêtre du salon, » dit-elle. « Parce que vous avez laissé des traces de pas dans le gravier humide qui menait droit à mon jardin. Parce que mon appel téléphonique à 9h30 a alerté 3 témoins de votre arrivée. Et parce que la serrure de la porte arrière était déjà cassée avant votre arrivée. » Julian cligna des yeux. Et puis, le son. Un coup ferme à la porte. « Julian Verity », lança la voix de Graves depuis le perron. « Ou qui que vous soyez, sortez maintenant. Nous avons votre lettre, nous avons le journal, et nous avons suffisamment de témoins pour vous associer aux 2 meurtres. » Julian se tourna vers la fenêtre du salon. Il bougea vite, mais pas assez vite. Dès qu'il tira sur le loquet, le cadre s'ouvrit brusquement de l'extérieur, et 2 agents surgirent, le coinçant avant qu'il ne puisse franchir le seuil. Il lutta, mais le moment était passé. Graves entra un souffle derrière eux, trempé par le jardin mais sec d'expression. « Bravo » murmura-t-il à Miss Marple tandis que Julian était menotté et lisait ses droits. « Vous savez vraiment recevoir. » Elle offrit un sourire las. « Je trouve que le mal n'arrive jamais quand on l'invite. Il faut quand même mettre un couvert. » 1 heure plus tard, Julian Verity, dont le vrai nom, comme on l'a révélé, était Julian Marsh Verity Holloway, était en détention. Des accusations seraient apportées contre lui. Des journaux seraient publiés. Mais pour Miss Marple, le travail n'était pas terminé. Elle resta debout à sa fenêtre longtemps après le départ des gendarmes, regardant la brume se dissiper et les premières étoiles percer les nuages. Il restait encore un dernier nom à retracer. Une femme est toujours portée disparue. Une voix qui n'a pas encore été entendue. Lucille Marie Long. Et quand la vérité éclaterait, comme elle le savait, elle ne viendrait pas avec vengeance, mais avec clarté. Et puis, enfin, Marley Combe pourrait commencer à guérir. Chapitre 12. La fille sur la photo. L'arrestation de Julian Holloway, alias Julian Verity, fit à Marley Combe une secousse plus puissante que n'importe quelle tempête. Bien que le rapport officiel de l'inspecteur Graves fût concis et diplomatique, le village combla les lacunes avec ses propres fioritures. Le lendemain matin, la femme du boucher le déclara, fou de jalousie. La postière marmonna des secrets de famille honteux. Et Madame Carmichael au presbytère murmura « Saviez-vous qu'il a essayé de pousser Miss Marple par la fenêtre ?» Miss Marple, quant à elle, accepta l'attention avec une politesse discrète et un peu plus de fatigue qu'elle ne voulait l'admettre. Elle n'était plus jeune, et la pression de déjouer un tueur, même aussi transparent émotionnellement que Julian, lui avait laissé une légère névralgie et le besoin d'une 2e tasse de thé au petit déjeuner. Mais il restait encore un fil à démêler, une ombre pas encore allumée. Lucille, la jeune fille cachée, l'enfant autrefois évacué du scandale de Marley Combe et de son héritage toxique. Quelque part, elle vivait, ignorant peut-être combien de personnes étaient mortes, pour empêcher que son secret ne soit jamais révélé au grand jour. Il était temps de l'amener au soleil. Ce matin-là, Miss Marple est revenue à la bureau des familles du Devon, guidée par la correspondance volée par Julian et la lettre de la rencontre d'Esther à Paris. Elle passa 2 appels, l'un à son neveu Raymond, qui avait fréquenté une archiviste à la mémoire longue, et l'autre à Dame Amanda Finch, une matrone à la retraite qui dirigeait désormais un refuge pour bénévoles à Bidford, et qui, dans les années 1960, avait travaillé en étroite collaboration avec des agences de placement privées dans le West Country. « Je me souviens du nom, » dit Amanda au téléphone, d'une voix fluette. « Lucille ?»« Oui, Lucille Mary, placée en famille d'accueil par l'Église. Elle a brièvement séjourné dans la famille d'un pasteur près d'Exeter, puis a été confiée à une infirmière à Plymouth. Mademoiselle Margaret Tedford, je crois. Une femme bien. Pas d'enfant. » Miss Marple a noté chaque mot de son script soigné et bouclé.
Elle aurait quel âge maintenant? 81 ans? Non, non, Lucille. Née en 1939. Elle aurait environ 80 ans aujourd'hui si elle est encore en vie. Mais mademoiselle Tedford est morte il y a des années. Je crois me souvenir que Lucille était partie en formation d'institutrice. Elle utilisait un autre nom de famille, cependant, quelque chose comme Marsden ou Marley. Marlegg, murmura Miss Marple. Oui, Lucille Marlegg. Une fille discrète, vive. Elle adorait Shakespeare, je m'en souviens, un cœur terriblement tendre. L'appel s'est terminé par la promesse d'Amanda de publier les documents qu'elle détenait encore. Miss Marple se rassit dans son fauteuil, les yeux plissés. Lucille Marley. Pas longue. Pas Verity. Un nom qu'elle avait choisi, ou peut-être qu'on lui avait donné comme une page blanche. Mais si elle était devenue enseignante, il en resterait des traces. Des enseignants laissent leurs enfants derrière eux. Photos d'école, témoignages. Et parfois, ils laissent derrière eux des héritages. Le lendemain matin, Miss Marple visita l'école de Marlécombe, où une nouvelle jeune directrice, Miss Alley, était impatiente d'aider, en particulier lorsqu'elle réalisa qu'elle parlait à la femme qui avait attrapé l'empoisonneur, celui avec la bague. Au cours d'une tasse de thé, Miss Marple a expliqué qu'elle recherchait une femme nommée Lucille Marley, qui aurait pu enseigner dans le Devon, peut-être dans les années 1960 ou 1970. Hallie, avec sa coupe de cheveux courte et sa légère odeur de poussière de craie, a consulté le réseau des anciens élèves et les anciens annuaires scolaires locaux. Il y avait une certaine mademoiselle L. Marley qui enseignait à Totnes de 1972 à 1985, dit-elle. Histoire et anglais, je crois. Elle a quitté l'école pour s'occuper d'un parent, si l'on en croit les notes. Elle a déménagé dans le Sussex. Sussex? Miss Marple se redressa. Je crois que j'ai un cousin dans le coin, murmura-t-elle. Puis-je prendre une copie de ce disque? 2 jours plus tard, Miss Marple se tenait devant un modeste cottage en bord de mer à Eastbourne, le vent tirant sur son écharpe et le sel épais dans l'air. La porte était peinte d'un vert tendre. Une cloche en laiton était suspendue au-dessus du cadre. Elle a frappé. Il fallut quelques instants avant que la porte ne s'ouvre, révélant une femme d'une petite octogénaire, grande et mince, les cheveux blancs bouclés sur la nuque, son cardigan rapiécé au coude. Son visage était ridé, mais pas fatigué, et ses yeux, d'un vert cristallin, observaient Miss Marple avec une confusion polie. « Oui, mademoiselle Marley ?» demanda mademoiselle Marple. « Je l'étais, » dit la femme, « avant de me marier. C'est Lucille Carr maintenant. Puis-je vous aider ?» Miss Marple sourit doucement. « Je crois que j'ai connu ta mère. » À l'intérieur, le cottage sentait le savon au citron et les vieux livres. Des photos ornaient le manteau de la cheminée. Enfants, petits-enfants, un épagnol. Quelques photos en noir et blanc. L'une d'elles, une femme en uniforme d'infirmière, la main posée sur l'épaule d'une jeune fille. Miss Marple fit un geste dans ce sens. « Mademoiselle Tedford ?» Lucille hocha doucement la tête. « Elle m'a sauvé. Non pas de la cruauté. Je n'ai jamais été maltraité, mais du poids de la vérité, ou plutôt du poids de l'ignorance. » Miss Marple fouilla dans son sac et en sortit le journal. « Ta mère n'a jamais cessé de penser à toi, » dit-elle. « Elle a risqué sa vie pour te protéger. Et finalement, elle est morte pour avoir préservé ton nom. » Lucille ne pleura pas, mais son souffle se coupa. Sa main effleura le dos en cuir du journal comme s'il s'agissait d'un objet vivant. « Je me suis demandé pendant des années si je ne m'étais pas trompée, » a-t-elle dit. « J'ai trouvé des indices, une vieille lettre, une enveloppe à moitié brûlée. Mais personne n'a jamais répondu à mes questions. Je n'ai jamais su toute l'histoire. »« Tu n'as jamais été une erreur, » dit doucement Miss Marple. Tu étais la seule chose dans la vie d'Esther qu'elle estimait digne d'être sauvée. Elle t'a renvoyé non par honte, mais par amour. Elle essayait de te protéger d'hommes qui considéraient le sang comme une monnaie
et la honte comme une justice. Lucille la regarda. « J'ai vécu une vie bien remplie, » dit-elle doucement. « J'ai enseigné à des générations d'enfants. J'ai aimé et vécu mon deuil avec brio, mais une partie de moi s'est toujours sentie inachevée. » Miss Marple tendit la main par-dessus la table et lui prit la main. Alors peut-être qu'il est temps de rentrer à la maison. Une semaine plus tard, Marleycombe a accueilli Lucille Carr, anciennement Lucille Marley, née Lucille Mary Long, sans tambour ni trompette, mais avec une curiosité discrète et une politesse chaleureuse. Elle logea d'abord au presbytère, puis chez Madame Carmichael, qui insista pour préparer un souper de bienvenue avec tarte aux asperges et crumble à la rhubarbe. Personne n'a parlé directement de sa filiation, mais il la regardait tandis qu'elle se promenait dans le parc, visitait l'école et se tenait devant les ruines de la boulangerie où ses grands-parents avaient autrefois travaillé. Et le dimanche, elle est allée à l'église dans le banc où Esther Long s'était autrefois assise. Miss Marple, à côté d'elle, ferma lentement son livre de cantiques. « On ne peut pas toujours réécrire le passé, » a-t-elle déclaré, « mais on peut l'entendre. Et parfois, cela suffit. » Lucille sourit. « C'est plus que ce dont j'aurais jamais pu rêver. » Chapitre 13. La dernière pièce de Gossamer House. C'était curieux, se disait souvent Miss Marple, que la dernière pièce d'un puzzle se présente si rarement avec cérémonie. Elle n'arrivait ni avec des trompettes, ni avec des coups de tonnerre, ni même avec la satisfaction d'un halètement théâtral. Elle arrivait discrètement, dans un tiroir oublié, une page égarée, une porte coincée juste assez longtemps pour inciter quelqu'un à réessayer. Et il en fut de même avec le dernier secret de Gossamer House. Le domaine de Verity avait été mis sous scellé par la police quelques jours après l'arrestation de Julian. Mais maintenant que l'enquête était close et que Julian attendait son procès à Londres, les clés avaient été remises aux soins du notaire du village, Mu Forbes. Lorsque Mademoiselle Marple demanda à accéder à la propriété pour récupérer quelques effets personnels que Léonard Verity avait prêtés à la bibliothèque paroissiale, il accepta sans hésiter. « Ne faites pas attention à l'étage, » dit-il en lui tendant la clé en fer. « La poussière vous fera pleurer. Ce pauvre endroit est resté vide trop longtemps. » Ce jeudi après-midi, Miss Marple se mit en route pour Gossamer House, marchant lentement sous un ciel bleu porcelaine. Les feuilles avaient commencé à virer au vert, orange brûlé, or et cendre, et une brise piquante annonçait des gelées précoces. Elle passa devant le monument aux morts, le Green et la boulangerie, désormais propriété de la famille Bennett. Tout lui était familier. Rien n'avait changé. Et pourtant, au bout de Lilac Lane, Gossamer House se dressait comme un vieux souvenir. Elle était toujours aussi belle, à sa manière. 3 étages de pierre ornés de lierre, de hautes fenêtres fermées par des volets pour se protéger de la lumière, et une véranda désormais envahie par la vigne. Mais elle avait l'air d'un bâtiment ancien, fermé, pas vide, mais replié sur elle-même, une maison en deuil. La porte s'est ouverte en grinçant au premier essai. À l'intérieur, l'air sentait la vieille moquette et les feux éteints. Miss Marple entra, ses pas étouffés par d'épais tapis, et s'arrêta. Le silence s'enroula autour de ses épaules comme un châle. Le rez-de-chaussée offrait peu d'intérêt. Le salon, sombre et fleuri. La salle à manger, encore dressée pour un dîner jamais pris. La bibliothèque, aux étagères poussiéreuses mais bien garnies. Elle repéra les volumes qu'elle était venue chercher, un recueil de sermons du XIXe siècle, et les empila soigneusement dans son panier. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, une brise lui effleura la joue. Elle s'est arrêtée. Cela ne venait pas de la fenêtre ouverte, qui était hermétiquement fermée, mais du coin le plus éloigné de la bibliothèque, où une bibliothèque se dressait contre le mur du fond. Elle s'est approchée. Le courant d'air était faible, mais persistant. Et puis elle l'aperçut, une fine ligne de séparation entre la bibliothèque et le mur derrière. Pas une vraie bibliothèque, donc, mais une porte déguisée. Elle appuya doucement.
La bibliothèque pivota vers l'intérieur avec un grincement de charnière cachée. Derrière, un escalier étroit montait en spirale dans l'obscurité. Miss Marple alluma la petite torche qu'elle gardait dans son sac à main et gravit prudemment les marches de bois qui grinçaient sous son poids. L'air se rafraîchissait à chaque pas jusqu'à ce qu'elle atteigne une porte en haut, simple, sans inscription et fermée par un verrou. Il n'était pas verrouillé. À l'intérieur se trouvait une pièce différente de toutes les autres de Gossamer House. Il n'y avait pas de fenêtre, pas de cheminée, aucun meuble, à l'exception d'un petit bureau, d'un lit simple et d'une malle aux pieds. Le papier peint s'était depuis longtemps décollé, révélant de vieux latis et du plâtre. Et partout, sur les murs, le bureau, le miroir, il y avait des traces de peinture, point photographie. Miss Marple s'avança, le souffle coupé. Des dizaines et des dizaines d'entre eux, certains encadrés, d'autres cloués, d'autres encore frisés par le temps, remplissaient la pièce. Tous montraient femmes, certaines sourient, d'autres fixent solennellement l'objectif, d'autres encore sont clairement prises à l'insu du sujet. Elle en a immédiatement reconnu plusieurs, Esther Long, debout devant la boulangerie Marleycombe, tablier saupoudré de farine, point Isla. Jennings, assise près du portail de son jardin, le foulard noué contre le vent. Même une image floue Laetitia Hartley, d'une fête ou d'un pique-nique à l'église. Et puis, un autre. Lucille, mais pas comme elle était maintenant. Lucille enfant, peut-être 7 ou 8 ans, en uniforme scolaire, debout à côté d'un mur de pierre, les yeux brillants et craintifs à la fois. Miss Marple ferma les yeux un instant, laissant le poids de la révélation s'abattre sur elle comme de la poussière. C'était le sanctuaire de Julien, son tour de guet. Et ces femmes, celles qui avaient été témoins, qui avaient su, qui avaient y résisté, avaient été cataloguées comme des insectes, étudiées, craintes, peut-être même détestées. Sur le bureau se trouvait un carnet relié en cuir usé. Elle l'ouvrit. Chaque page portait un nom, une date, quelques lignes de texte serrées. H.L. Trop fier. Je croyais que j'étais un jeu. J'avais besoin qu'on me le rappelle. Je l'ai renvoyé. Je lui ai laissé croire que c'était son choix. Elle l'a dit à la sage-femme. Erreur. E.G. Tu m'as observé de trop près. Indiscret. Des archives conservées. Un journal. Relancer la recherche. LML. Incertain. Dangereux. Il lui ressemble trop. Au bas de la page se trouvait une seule ligne, soulignée 2 fois. Ils pensent toujours que les secrets les protègent. Mais les secrets pourrissent lorsqu'ils sont laissés en terre. Miss Marple ferma le carnet avec un claquement sec. Il y aurait ici de quoi dissiper tout doute persistant au tribunal, de quoi prouver la préméditation, le schéma et l'obsession. Graves saurait quoi en faire. Mais plus que cela expliquait autre chose. Julian n'avait pas simplement essayé de préserver un héritage, il avait essayé de Vicairil, pour déterminer quelles histoires ont survécu, pour effacer ceux qui contredisaient son récit choisi. Et dans cette pièce, cachée derrière une fausse étagère, il avait conservé les preuves de sa haine. Ce soir-là, elle retourna au presbytère avec le carnet et une sélection de photographies dans son sac. Graves fut appelé. Des dépositions furent recueillies. Un appel discret fut passé à Scotland Yard. Mais Miss Marple avait encore un arrêt à faire. Lucille était assise dans le cimetière, près du vieil if, un châle enroulé autour des épaules. Elle leva les yeux à l'approche de Miss Marple. « Tu as trouvé quelque chose ?» dit-elle doucement. « Je l'ai fait. » Lucille hocha la tête, les yeux lointains. « Il y a des morceaux de moi éparpillés dans cette maison, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Miss Marple, « mais ils ne lui appartiennent plus. » Lucille fixa l'horizon pendant un long moment. Puis, « Je me suis toujours demandé si c'était mal de survivre, alors que tant d'autres n'y parvenaient pas. » Miss Marple posa doucement une main sur la sienne. « Il n'y a rien de mal à vivre, » a-t-elle déclaré, « mais il est de notre responsabilité de nous souvenir et de parler.
Lucille hocha la tête, et pour la première fois, ses épaules se détendirent. Cette nuit-là, Marleycombe était de nouveau silencieux. Le vent soufflait doucement à travers les haies. Les fenêtres de Dunmead Cottage brillaient de lumière. Et au cœur du village, un dernier secret avait été révélé au grand jour. Chapitre 14. La tasse de thé qui restait. Les cloches de l'église Saint-Pierre sonnèrent une fois, solennelles, basses et régulières, appelant Marleycombe au souvenir. Ce matin-là, une légère brume planait sur le cimetière, enveloppant les pierres tombales de gaz, adoucissant les contours du monde. De la verdure à la boulangerie, de la poste à l'école, le village se repliait sur lui-même. À l'intérieur de la vieille église en pierre, les villageois se rassemblaient en groupes silencieux. Ils étaient venus non seulement pour pleurer les morts, mais aussi pour prendre conscience de ce qui avait été découvert, pour réconcilier la silhouette respectable de leur village avec les ombres qui s'étaient accrochées sous ses avant-toits. 3 noms ont été prononcés ce jour-là lors du bref et doux service du vicaire. Dr Leonard Verity, Madame Isla Jennings et Mademoiselle Esther Long. 3 vies qui ont été tissées dans l'histoire de Marleycombe, de différentes manières, à différents moments. Mais maintenant, enfin, reconnues pour ce qu'elles étaient et ce qu'elles avaient déporté. Miss Marple était assise au fond, vêtue de gris tourterelle, son sac à main à côté d'elle et un mouchoir de soie plié sur ses genoux. Lucille était assise à sa droite, les mains jointes, le regard clair. Elle avait choisi de ne pas parler, pas aujourd'hui, mais sa seule présence en disait long. À côté d'elle était assise la femme du vicaire, Madame Carmichael, dont la main reposait délicatement sur le bras de Lucille. Laetitia Hartley était assise seule 2 rangs plus loin, son extravagance habituelle tempérée par un simple manteau bleu marine. Monsieur Forbes, l'avocat, occupait le premier banc, la tête basse. Même l'inspecteur Graves avait pris place près des stalles du chœur, son chapeau d'uniforme respectueusement glissé sous le bras. Et près de la chaire, posé sur un étroit support en bois, se trouvait un objet unique et délicat, une tasse à thé. Ce n'était pas la tasse brisée, ni la tasse empoisonnée qui avait mis fin à la vie de Leonard Verity, mais son pendant, une porcelaine pâle bordée d'un or délavé, avec un motif de jacinthe des bois, serpentant sur le côté. Madame Carmichael l'avait trouvé en nettoyant la cuisine du presbytère et l'avait trouvé étrangement beau. Miss Marple avait suggéré qu'il soit apporté à la cérémonie, comme un symbole, a-t-elle dit. Pas de mort, mais de ce qui restait. Après le service, la congrégation s'est rassemblée dehors pour discuter tranquillement. La pluie menaçait, mais s'est arrêtée. Les oiseaux chantaient timidement depuis les haies. Le village a fait ce qu'il fait toujours. Il a commencé à reconstruire le monde. Lucille se tenait aux côtés de Madame Carmichael et de Laetitia Hartley, tandis que les gens s'approchaient, certains offrant leurs condoléances, d'autres simplement curieux, maladroitement gentils. « Je me souviens de ta mère, » dit M. Croft, sa vieille casquette froissée à la main. Elle achetait des bonbons au citron pour les enfants devant la boutique. Elle avait une voix douce. Lucille sourit faiblement. Je me souviens de son fredonnement. Je n'ai jamais su d'où il venait. Je pensais que c'était un rêve. D'autres sont venus aussi, des villageois plus jeunes qui n'avaient entendu que des bribes de l'histoire, des plus âgés qui portaient un sentiment de culpabilité silencieux pour ce qui avait été ignoré ou laissé non dit. Les gens oublient, dit doucement Miss Marple à Graves, tandis qu'ils observaient depuis les marches de l'église, pas par malveillance, mais par commodité. Dans des villages comme ceux-ci, la mémoire est souvent une question de réconfort plutôt que de vérité. Graves hocha la tête. J'ai déposé le dernier rapport. Julian Holloway sera jugé. Tentative de meurtre, complot, 2 chefs d'accusation d'homicide. Ça va être horrible. C'était déjà le cas, répondit-elle. Maintenant, ce sera simplement public. Il se tortilla, mal à l'aise. Il y a des inquiétudes en haut lieu,
À savoir si le nom Verity pourrait attirer l'attention. Ils veulent que ce soit traité avec délicatesse. Le sourire de Miss Marple était sec. La délicatesse, c'est bien beau, inspecteur. Mais la vérité exige de la fermeté, comme un pudding qui ne prend pas bien. Il rit doucement. Tu seras cité comme témoin, tu sais. J'espère bien. Ce n'est pas tous les jours